Est-ce que les Call of Duty c'était mieux avant? Question assez difficile au vu de la quantité de jeux depuis qu'ils sont sortis. Ça pourrait être le constat auquel nous sommes arrivés en regardant la qualité et le chiffre de vente des derniers opus. Les premiers Call of Duty semblent bien plus révolutionnaires et aboutis qu'aujourd'hui. Les premiers Modern Warfare, les premiers Black Ops et même les opus un peu plus sous-cotés. Mais ce sentiment de nostalgie est-il légitime? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où j'ai retracé la campagne et uniquement la campagne des 22 Call of Duty au travers de 4 éléments. Le gameplay, le level design, la mise en scène et l'histoire. Ne perdons pas plus de temps, ça commence tout de suite avec Call of Duty premier du nom. Call of Duty 1 développé par Infinity Ward est la genèse de Call of Duty, tant par ses mécaniques que par ses idées novatrices pour l'époque. Et surtout par son prisme, car Call of Duty 1 nous fera jouer les plus grands moments de la Seconde Guerre mondiale au travers des 3 blocs des Alliés qui sont intervenus. Et quand je dis grands moments, je pense par exemple à la mission iconique de la reprise du Reichstag, une victoire symbolique de la Seconde Guerre mondiale et bien retranscrite dans cette toute dernière mission du jeu. On va commencer les parties avec l'histoire, qui pour un premier opus est excellente. Une première mission, tout ce qu'il y a de plus classique, avec le fameux camp d'entraînement pour se familiariser avec les touches, puis direct, bam, mission d'après, on se retrouve parachuté derrière les lignes ennemies dans un petit village français pour déclencher la mission. Et comment va se profiler cette histoire, me diriez-vous? Bon, déjà, de temps en temps, on a quelques dialogues pour soi, pour nous dire quoi faire au cours de la mission, soit faire des remarques, mais l'histoire va surtout être marquante entre chaque mission. Dès que vous jouez les Américains, vous avez une petite minute de cinématique, nous montrant la carte de la Normandie, où est-ce que vous allez atterrir, quel est votre rôle, accompagné de photos d'époque très symboliques, très fortes en histoire. Dès que vous jouez les Britanniques, vous avez toute cette explication de la mission cruciale de votre escouade à défendre ce pont, qui respire le film Sauver Soldat Ryan. D'ailleurs, laissez-moi compléter cette image. Voilà. Dès que vous jouez les Russes, vous avez le parfait cliché des photos d'époque de Staline, du mot camarade lâché toutes les 30 secondes en mode c'est une ponctuation et des jolis symboles communistes. Et entre chacune de ces missions propres à leur nationalité que vous jouez, vous avez aussi des petits textes, des ordres de mission, des trucs corrigés, des récits, jusqu'à attendre la fin du jeu, qui respire de symbolisme, avec de vraies vidéos d'archives de la réédition de l'ennemi. Ce qui est étonnamment une bonne manière de montrer cette Seconde Guerre mondiale. Vous n'êtes qu'un simple soldat. Vous allez parfois faire des missions standards, chiantes, mais nécessaires. Et du coup, on vous raconte pas les conséquences de vos actes, mais les conséquences en général. Oui, l'ennemi a reculé, oui, les Britanniques ont passé la plage, oui, les Russes ont repris Stalingrad, pas vous tout seul, mais tout le monde uni pour la cause. C'est bien retransmis, c'est pas parfait, des fois on a l'impression de pas être utile, mais c'est bien fait. Oui, pourquoi pas être utile? Ça vient avec le point du level design et la découpe des niveaux, qui je pense est liée à une contrainte technique de l'époque. Car 26 missions sont dans le jeu, alors que c'est des missions de 5-10 minutes max. De nos jours, c'est l'inverse. On préfère mettre 10 missions, mais de 20-30 minutes. Et bah pour ce Call of Duty 1, c'est 26 missions. Genre, prenons la campagne des Russes, on débarque à la mission 1 sans tirer une balle, puis mission 2 juste pour avancer, puis mission 3 juste pour avancer, et ainsi de suite. Avec en moyenne 5-6 minutes pour faire tous les objectifs. Les 2 missions en char qui se suivent auraient pu être très bien suivies au lieu d'être séparées. Pour ce qui est du level design en général, c'est du 2003 en fait. On a d'un côté des idées géniales et novatrices pour l'époque. On pense à toute cette première mission des Américains, où vous êtes complètement seul avec une plaine entière et votre seul objectif est de poser une antenne. Mais il y a certaines constructions pas mal originales. Lorsqu'on doit reprendre ce château français pour sauver un capitaine allié, lorsqu'on s'infiltre sur un bateau ennemi rempli de rampes et de couloirs, ou se balader dans les égouts de Stalingrad. Bon, en vrai, c'est quand même beaucoup de couloirs partout, mais avec un effort pour créer de l'illusion d'ouvert. La dernière mission britannique pousse les moteurs au max pour nous montrer de grandes zones de jeu. Je dis pas qu'on peut carrément contourner, mais c'est un couloir de construction pourtant très large. Et je vais relier le gameplay ainsi. On va avoir du coup des séquences de jeu en lien avec certaines constructions. C'est non pas 1, non pas 2, mais 3 missions de fuite en véhicule par exemple, avec de très grandes routes, les fameux ennemis qui vous collent au train et qu'il va falloir canarder en conduisant. On va avoir une belle phase de char, malheureusement trop courte, mais pas désagréable avec les Russes. Par contre, le jeu est dur. Je joue en recrue pour avoir des images. Le nombre de fois où je dois faire attention à ma vie à chaque couloir, la régène automatique arrive seulement avec code 2. Ça donne certains passages vraiment durs sa mère. On va avoir pas mal de fois où notre objectif est de tenir un point fixe, avec soit une MG42, soit un Panzer ou de la DCA, et surtout, on va être surtout à pied, de manière très rustique. On peut pas courir, on peut pas recharger, la seule chose qu'on peut faire c'est changer d'arme et se mettre accroupi. Mais c'est fort, il y a aucune arme mauvaise. Vu que vous allez jouer plusieurs pays, vous allez forcément jouer plusieurs armes, propres à
leur nationalité. Mention spéciale quand même pour tous les snipers archi cheatés qui one-shot tout et qui sont très précises. J'ai passé la moitié de mon jeu en Kar 98. Les hits mark ennemis sont pas parfaits, mais ça marche. Les hitbox sont très mauvais, mais ça va. Bon, les hitbox ennemis, c'est la zone autour de l'ennemi où l'on sait qu'on nous touche. Je pense legit, je peux tirer 2 cm au-dessus de son casque, je sais qu'il prendra quand même la balle dans la gueule. Et malheureusement, un dernier point assez faible, c'est normal, on est en 2003, mais un dernier point qui est audacieux avec cette mise en scène. Quand dans la mission 1 sur les plaines, vous avez enfin déployé cette antenne, bam, les ennemis qui démarquent, les tonnes d'avions qui vous passent au-dessus, les alliés qui arrivent. Il y a quand même de la mise en scène forte, surtout encore une fois du côté russe, où on a parlé de la prise du Reichstag, mais genre la toute première mission sur la Volga en bateau, les chefs qui tirent sur les déserteurs, les bateaux autour qui se prennent du mortier, et surtout le fait qu'on vous donne 5 balles de munitions, pas d'armes et vous vous débrouillez, c'est fort et c'est marquant. Donc dans l'ensemble, pour du 2003, un excellent jeu. Pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il transmet. Call of Duty, c'est ça. Maintenant il est temps de prendre la relève et de faire mieux. Des moments marquants, des scènes marquantes, des combats marquants, pas encore mais ça viendra, et une symbolique de l'histoire bien utilisée. Mais si les objectifs la plupart du temps est de tuer des méchants et de poser des explosifs, on utilise des images d'époque, des récits d'époque et des missions qui ont vraiment existé. Genre prise du pont en France ou parachutage derrière les lignes ennemies, c'est vrai, utile pendant la guerre. Mais ça manque d'une patine. Une patine qui permet de dire instantanément « Tiens, je joue à Call of Duty ». Parce qu'avec ces images, en plus de 2003, ça pourrait très bien être aussi Medal of Honor ou Battlefield. Un très bon jeu quand même qui va se classer en A de la tier list. Donc voilà comment on va traiter chaque Call of Duty. On va essayer de pas se répéter, de tous les analyser comme il faut et de comprendre pourquoi les campagnes de Call of sont si chères à nos cœurs. Mais d'abord, allons retrouver cette patine dans Call of Duty 2 sorti en 2005. Transition Wartech. Call of Duty 2, toujours développé par Infinity Ward, sorti sur PC, mais aussi sur la Xbox 360. Et ce jeu, c'est Call of Duty 1, mais avec les potards poussés au max. C'est le Call of du toujours plus, car d'un point de vue du jeu, c'est un diptyque avec son prédécesseur. Comme dans le 1, on y joue les Anglais, Britanniques et Russes. Comme dans le 1, on aura moult missions, des histoires imagées et des objectifs semblables, mais poussés au max du max. Déjà, graphiquement, il est beau. Très beau même, ça se voit pas trop parce que le jeu a 20 balais, mais ça, il y a 20 ans, c'est très beau. On est un an après Half-Life 2 et on y retrouve des similarités dans le moteur et les textures. Mais sinon, commençons par nos 4 points, avec en premier, l'histoire. Il est important de parler d'histoire car c'est le point le plus proche de son prédécesseur, mais avec quand même des petites améliorations. La découpe des missions va nous permettre de jouer 9 histoires, chacune découpée en quelques missions, et dans ces 9 histoires, dès qu'on démarre le jeu, on a à peu près la même chose que Code 1, c'est-à-dire une voix de narrateur, des images et des vidéos d'époque, véritables, authentiques et marquantes, avec la voix de Buzz l'éclair qui nous narre l'histoire par-dessus. Le maréchal Rommel, le renard du désert, vient prendre le commandement de l'Africa Corps en Libye. Donc ça n'en reste qu'une petite amélioration, mais une amélioration qui nous implique davantage dans les missions qu'on va suivre. Point numéro 2 avec cette mise en scène. C'est le genre de point auquel je suis un peu indécis, car on a des bêtes de mise en scène dans cet opus. Le débarquement américain, la chute de l'hôtel de ville, les arrivées des renforts, etc. C'est fort, c'est visuel, mais beaucoup moins marquant que le premier opus. On est conquis sur le moment même, mais on ne ressent pas ce côté austère et extrêmement fort du premier jeu. Je rappelle, le premier jeu c'est du parachutage et le débarquement russe. Tout le monde se rappelle de ce débarquement russe. Ça ne lui empêche pas de faire d'excellentes prouesses de mise en scène, mais moins marquantes que le premier. Par contre, les deux meilleurs points qui vont entraîner ce Call of Duty 2 au rang de légende sont le level design et le gameplay, cette fois-ci nettement mieux et parfaitement géré. Chaque arme est cool à jouer, chaque arme est satisfaisante. Ils ont baissé la puissance des snipers, c'est pas grave, maintenant toutes les armes sont utiles et agréables à jouer. Avec la possibilité de changer d'arme rapidement, la quantité d'ennemis est devenue énorme, il y a véritablement des couloirs avec 25 mètres devant toi, mais tu as des alliés, le time to kill est court, tu recharges vite, un jeu qui veut modestement aller plus vite. On tourne, on grimpe, on saute, on recharge, on change d'arme. On peut toujours pas sprinter, mais c'est pas si grave. C'est le jeu qui va et veut aller vite selon comment vous jouez. Malheureusement, ça donne une reproche. Genre, cette reproche est légitime pour Code 2, mais elle ne l'est pas par exemple pour Black Ops, vous allez voir. Ça donne une reproche, je disais, vous êtes beaucoup plus One Man Army. Dans le premier opus, vos alliés étaient presque nécessaires pour parvenir à la fin de certaines missions. Là, dans ce Call of Duty 2, vous êtes de plus en plus en AV9, One Man Army, à défoncer des méchants par paquet de 15 sans mourir. Mais sinon, un gameplay fort et très satisfaisant. Que ça soit lancer des grenades, changer d'arme ou simplement combattre, on sent une maîtrise de nos mouvements, de notre tir. Et bien sûr, de la qualité du moteur de jeu. Quelle prouesse technique, la diffusion de la grenade fumigène pour cette époque. Bon, par contre, en foutre une tonne à chaque level,
beaucoup moins. Quelle prouesse technique, la physique et la conduite du char par rapport au premier. Par contre, seulement 2 missions avec, en plus les missions sont courtes. Et ça se lie avec le point du level design excellent. Il y a un niveau où tu dois te balader dans les tunnels et tirer dans les trous sur les ennemis. Il y a un niveau où tu es sur un silo et tu dois éliminer tous les gars au mortier avec un sniper. Il y a un niveau où tu dois tenir une colline pendant 5 minutes et ça arrive de partout. On a d'excellents niveaux dans ce jeu. Bien sûr, la reproche d'en avoir 30 est encore légitime. On a quand même d'excellents niveaux. Le jeu nous emmènera même sur des conflits au Maghreb avec des niveaux en Tunisie, au Libye et en Égypte du côté britannique. Et on maintient ce truc de 5 à 10 minutes par level avec parfois plein d'objectifs dans l'ordre que vous voulez, parfois de la vraie difficulté dans la défense de zone, mais avec la reproche associée malheureusement, ces levels sont géniaux et c'est malheureusement dommage que beaucoup de fois il y ait de la reprise d'assets graphiques. Il y a certains bâtiments, certaines missions qu'on va revoir 3-4 fois dans l'exacte même position. Je pense par exemple au village français du côté britannique et américain où l'on va faire genre 5 missions dans le même village. Et vous voyez que clairement le jeu est meilleur que le 1, mais il a des reproches. Pour ce diptyque d'opus, c'est normal de comparer et de comprendre. Ce sont 2 Call of qui se suivent et développés par le même studio. Infinity Ward, qui a eu l'occasion de faire une suite, s'est dit on va reprendre la même lignée que le premier opus et on va pousser au maximum pour l'époque avec les techniques qu'on a. Une histoire dans les prémissions mais poussée au max, 30 levels découpés mais poussés au max, des niveaux courts marquants mais poussés au max, la voix de Frangipanus quand même. Attaque Blitzkrieg repousse les Britanniques à travers le désert de Libye, vers l'est. Et oui, cet opus a des reproches, alors qu'il est bien meilleur que le 1. Cet opus a des reproches comparé à ce qu'il est. C'est parce qu'il est excellent que même les plus infimes reproches se voient. Mais en soi, le côté One Man Army, si vous faites pas le sgeg comme moi, vous ne le verrez pas. Je le redis, mais Call of Duty 2, c'est littéralement Call of Duty 1 en mieux, et en très mieux même. On polish le moteur, on pousse la technique au max, et on fait cracher cette pauvre 360 au max de ses capacités pour nous offrir un jeu fort. Un jeu encore chargé d'histoire, d'émotions et de moments marquants. Donc je me sens obligé de le mettre en A tier également. Il y a encore de la place, ne vous inquiétez pas. Et là débarque Treyarch. Pas tant. Mais pendant que Infinity Ward est en train de tout donner pour Call of Duty Modern Warfare, de son côté, Treyarch, qui n'avait qu'un épisode spin-off à leur actif, se lance dans Call of Duty 3. Et pour l'instant, c'est pas le Treyarch des Black Ops plus Milora, tout ça. Ils n'ont qu'un jeu, ont du mal avec le moteur, ils sont franchement pas en phase avec la franchise pour l'instant. Tous ces éléments vont malheureusement donner Call of Duty 3 en marche vers Paris. Ou en anglais, On the March to Paris. Ou en allemand, Auf der Marsch Richtung Paris. Allez, transition Diablo X9, c'est parti. Même si ce troisième opus, on va pas y rester très longtemps, car il est tout simplement mauvais. C'est pas injouable, c'est pas buggé, mais c'est beaucoup moins bien, beaucoup moins polish. Prenons l'histoire, seulement 14 missions. Certes, elles sont un peu plus longues à effectuer, mais 14 missions par rapport aux 30 des jeux d'avant. Toujours la voix de Buzz Éclair, toujours des petites cinématiques en pré-mission et entre chaque mission, et on commence à repérer la patine Treyarch, qui se prend un peu moins au sérieux. En tout cas, ça se remarque pas mal dans les dialogues du jeu. Moins de prise de tête, plus risqué, plus d'insultes, de grossièreté, de hiérarchie bafouée. Faire que 2 choses. Se rendre et se rouler des pelles. La phrase est lunaire, donc campagne plus courte, moins cohérente. Alors certes, on croise de la résistance française, des activités cool, mais ça en reste une campagne moins chargée en histoire, en action et principalement en moments marquants. Certains gameplays vont rester dans la tête, mais aucun vrai moment marquant où tu t'en prends plein la gueule. Pareil pour le level design, aucun niveau m'a fait dire « Ouais, je ressens la guerre, je ressens la construction du level design bien travaillé ». Ce manque flagrant de polish. Le moment cool du jeu est toute la course-poursuite en voiture. Déjà le premier Call of Duty où vous conduisez, et ça part vraiment en délire typiquement Treyarch à esquiver les tirs de char à pleine vitesse. Pareil pour la mise en scène, y en a pas. Next. Pareil pour le gameplay. Poser un explosif dans Code 2, c'est appuyer sur une touche. Poser un explosif dans Code 3, c'est un QTE de merde. Les armes sont faibles, moins précises et déséquilibrées. On ne peut pas par exemple jouer toutes les armes et toutes les kiffer. Dans cet opus, il y en a vraiment des mauvais. Et en fait, je vais pas rester longtemps sur cet opus car il manque de choses à dire. Oui, graphiquement, ça reste Call of Duty. Oui, dans la construction, ça reste Call of Duty. Que ce soit les objectifs, les levels, la Seconde Guerre mondiale, etc. Oui, l'ambiance globale, ça reste Call of Duty. Mais beaucoup moins polish, beaucoup moins dans les détails et dans le perfectionniste. Je n'ai rien contre ce jeu, je l'ai fait 2 fois dans ma vie, j'y ai quand même pris un peu de plaisir. Par exemple, la phase de char est cool, bien meilleure même, ou même voir l'IA des ennemis qui logiquement s'améliore avec le temps, mais ça sent 3 nouvelles choses à cette époque.
Déjà, Treyarch n'est qu'à ses débuts. C'est de leur faute ce mauvais jeu, mais fallait quand même qu'ils essayent et tentent l'opération. Secondo, que la renommée du jeu ne fait pas tout. Et troisio, surtout, que Call of Duty peut avoir des mauvais jeux. Je vous dis ça comme ça, mais pour du 2006, c'était nouveau. Le 1 et 2 étaient des cartons de la mort qui tue, alors découvrir qu'un Call of Duty peut être mauvais, que plusieurs studios bosseront dessus, que la qualité de la marque dépend des sorties de jeu, va créer des fans et des gens qui détesteront. On en parlera quand on parlera des conflits de fans entre Black Ops et Modern Warfare. Il y a eu des morts. Donc dans l'ensemble, Call of Duty 3 est un mauvais jeu. À cause de ce qu'il est, genre le développement, le manque de polish, l'histoire aux fraises, et à cause de la renommée de ses prédécesseurs. Ce jeu ne s'appellera pas Call of Duty, que personne n'aurait rien dit sur sa qualité. Donc malheureusement, c'est une place en C pour ce troisième opus, et c'est l'heure de faire revenir Infinity Ward. Ambition à la hausse, on va rentrer dans le Call of Duty qui a créé Call of Duty tel qu'on le connaît maintenant. Call of Duty 4, Modern Warfare, sorti en 2007. C'est parti, transition anecdote personnelle. C'est le premier Call of Duty que j'ai fait dans ma vie. Modern Warfare, comme son nom l'indique, nous emmène cette fois-ci en guerre moderne. On ne sait pas à quelle année nous sommes à peu près, mais on sait une chose, fini la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans les guerres fictives, une guerre contre la grande peur, la grande menace des Américains, les Russes et les Arabes. Toute ressemblance avec des événements réels ou des personnes réelles ou ayant existé sera purement fortuite. Plus sérieusement, ce qu'on appelle la frayeur américaine, c'est la menace ultranationaliste des pays arabo-ostans ou russes. C'est pour ça que les méchants dans ces jeux ne sont pas directement le président ou le dictateur du pays, mais des groupes indépendantistes et extérieurs. C'est même montré dans ce troisième niveau avec l'assassinat du président Al-Fulani qui va permettre de lancer la guerre contre les Américains. Mais avant de parler de guerre, rentrons dans le jeu et on va avancer mission par mission. La première mission se lance par nous, le joueur, un Britannique nommé Soap. Oui, pardon, je reviens, mais le SAS est britannique. Captain Price est britannique, pas américain. Nous jouerons Soap pour une phase de tuto claire, précise et limpide qui va vous permettre de se plonger dans les commandes avec des petites astuces. On sort du hangar et là on découvre le monde moderne, très bien amené pour du 2007, on n'oublie pas. Ainsi on rejoint le Captain Price pour la phase de tuto avancée qui est génialissime. Au lieu de nous faire un classique tuto, on nous met en compétition. Plus tu vas vite, plus tu es fort, dans un décor réel qui va être utile pour la suite. Une fois le test passé, vous arrivez pour la deuxième mission, le cargo. La pluie, les vagues, les lumières, la gestion de l'eau, le premier jeu où l'on doit discrètement avancer petit à petit. On franchit toutes les parties du bateau, on voit nos alliés donner des barques, comme dans la vraie guerre, on voit les ennemis prendre des positions stratégiques, des appellations militaires, Oiseau de nuit, Bravo 6, Sniper 2, etc. Jusqu'à la première vraie phase de mise en scène, le bateau se prend une torpille, on doit courir, fuir, atteindre l'hélico au dernier moment, et ça sera toujours au dernier moment. Ainsi, on passe à la troisième mission, et pour la première fois, on ne joue pas, on peut regarder, voir les événements, mais on ne joue pas la mission. On comprend juste l'histoire et notre assassinat qui va déclencher les enjeux. Et je vous parle de ça car vous voyez qu'en 3 missions, Call of Duty 4 vient de mettre une tempête à tous les autres FPS de la Terre entière. Un niveau de tuto clair et simple, un niveau d'enjeu, une mission quoi, avec une mise en scène et tout le toin-toin, et un niveau qui explique le scénario. 3 niveaux pour comprendre les enjeux de l'histoire, du gameplay et du moderne. C'est un excellent prologue, extrêmement fort en sensations surtout. La première fois que vous le faites, vous ressortez avec beaucoup plus de questions que de réponses, c'est le but, et c'est très bien. Et le jeu entier va plus ou moins se démerder comme ça. On va jouer 2 personnages différents pour découvrir 2 points de vue de la guerre différents. La guerre secrète, avec Soap et le SAS, capturer des cibles importantes, aller dans des endroits cachés, et la guerre sur le front, avec Johnson de l'armée américaine. Car l'histoire est simple. Les États-Unis envahissent un pays pour empêcher que les armes nucléaires soient déployées, la peur américaine. Et ça donne des plans de zinzin. Oui, je skip déjà l'histoire, mais la mise en scène de ce jeu, c'est hallucinant. Les incursions américaines avec tous les chars, les hélicos, on arrive en force, c'est à couper le souffle. La mise en scène scriptée, et qui pourtant paraît si naturelle. Genre, mais mon dieu, ce plan à Pripyat, tu as tellement l'impression que c'est toi qui as créé ça, alors que non, c'est scripté. C'est beau et c'est bien fait. Il y a toujours 1, 2, 3 petits scripts de mise en scène naturelle et très bien fait. Un allié qui combat, une porte à ouvrir, tout pour permettre de créer quelque chose de si naturel alors que ça ne l'est pas du tout. C'est totalement scripté. L'hélico qui s'écrase, scripté. Les camions qui explosent, scripté. Ton pote qui combat, scripté.
et pourtant si visuel, si impressionnant. C'est bien fait, c'est naturel, ça a créé des souvenirs forts dans le jeu, de base, et c'est valable pour tout le monde, dans ce jeu on se rappelle de missions qui nous marquent, car elles avaient de la mise en scène de fou. Bref, je continue très rapidement avec l'histoire, bombe nucléaire, méchant nationaliste russe, course poursuite, on désactive les bombes, on fuit, le méchant nous rattrape, et on le tue. Parlons maintenant du level design et du gameplay. Déjà une campagne courte, bien courte même, 10-15 minutes par mission comme toujours, mais on n'est pas sur du 25-30 missions là, on est plutôt sur 14-15. Ça se remarque moins car beaucoup de missions sont uniques, mais le temps de jeu de la campagne est courte par contre. Et on va avoir de très beaux levels, tous beaux même. On va les faire dans l'ordre, tiens. Le sauvetage de Nikolai, génial, avec les phases de sniper et la vision nocturne. Le débarquement américain, génial. Le niveau en véhicule où on nous offre un AC-130, génial. On doit aller sauver un char, on va chercher un gars en Azerbaïdjan, on se balade dans la ville fantôme de Pripyat, on va sur des bases de lancement nucléaire, des lieux variés, des niveaux variés. Au sein même du niveau, c'est bien construit. Les espaces de jeu sont pas encore giga grands ou parfaitement construits, mais sont suffisants pour servir son gameplay. Beaucoup de cachettes, beaucoup de tonneaux rouges, beaucoup de possibilités de changer d'arme, même si vous allez faire la moitié de la campagne au M4A1, et beaucoup, mais alors beaucoup, d'ennemis. C'est dingue la quantité d'ennemis qu'il y a. Mais un gameplay simplifié et agréable. On peut courir déjà, et tout le reste est accessoire. Parce qu'on a le lance-grenade, les clés morts à poser, des trucs simples qu'on retrouvera dans tous les prochains Call of, mais révolutionnaires dans celui-ci. Alors oui, j'en fais de l'éloge, mais rappelez-vous, on est en 2007. Tout ça en 2007, c'est nouveau et osé. Maxer la guerre moderne en se rapprochant de la réalité. Qui aurait cru que ça allait marcher? Personne, et pourtant ça a marché. Tout ça, j'adore, mais il y a quand même deux reproches. En plus d'être courte, certains niveaux sont en diptyque, ce qui réduit encore plus la campagne. Niveau Nikolai 1, niveau Nikolai 2, niveau Pripyat 1, niveau Pripyat 2, ou par exemple tout l'acte 3 qui sépare 3 missions différentes alors que c'est la même. Avancer, puis avancer, puis avancer dans la même zone. Et la seconde reproche, vos alliés puent leur mort. Pour l'instant, je compare au jeu précédent. Dans Code 2, je voyais mes alliés tuer des gens. Alors là, dans ce Code 4, c'est compliqué de pas se sentir One Man Army. Quand tu vois des alliés tirer dans tous les sens... Bref, j'exagère un peu, objectivement, Call of Duty Modern Warfare est génial. Parce qu'il est bon, oui, mais surtout parce qu'il est osé. Faire un jeu de ce gabarit en perspective de l'année 2007, c'est extrêmement fort, avec une place en S méritée pour ce jeu. Et là... Tryhard. Oh, c'est bon là. Sortir de ce Modern Warfare, de ses 15 millions de ventes et de la légitimité grandissante de Modern Warfare va être compliqué. Surtout quand on connaît les galères qu'avait le studio Infinity Ward à cette époque. Mais Tryhard retente le coup avec Call of Duty World at War. Maintenant, ils ont la méthodologie et le gameplay de Code 4, mais ils sont dans l'obligation de rester dans la Seconde Guerre mondiale, donc ils vont prendre le parti pris de faire autrement, de créer de l'horreur. J'ai fait les guillemets. De créer de l'horreur. Call of Duty World at War sorti en 2008, c'est parti, transition guillemets. Donc, Call of Duty World at War situe son action à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec deux points de vue qui vont nous expliquer cette fin. D'un côté, le soldat américain Miller, et de l'autre, le soldat russe Dimitri. Et ces deux points de vue très intéressants, mais surtout pour ce jeu très symbolique. Et même si dans les 15 missions de cette campagne, les points de vue vont être espacés, c'est-à-dire on va faire 2 missions Dimitri, puis une Miller, puis une Dimitri, histoire de les espacer, leur histoire va quand même être continue dans le temps et l'histoire. Prenons Miller. Le point de vue américain nous parle pour la seule et unique fois de Call of Duty du Japon et des batailles contre les Américains. Avec des missions de débarquement sur les îles, des missions où l'on doit nettoyer des poches d'embuscade, détruire des bunkers, prendre des lieux stratégiques contre les Japonais, et chargé de symboles pour deux choses. L'introduction, première mission, ambiance directe, on voit votre pote se faire torturer et exécuter. Et la mission, Chat Noir. 50% de toutes les batailles américano-japonaises, c'était ça. On est dans un avion où l'on doit détruire des bateaux de ravitaillement, des torpilleurs, d'autres avions ennemis, dans une phase de jeu assez scriptée mais très réelle. Avec ce plan dingue où l'on voit la moitié de la flotte américaine décimée par les bombardiers. C'est pas mieux du côté de Dimitri. L'introduction russe commence aussi par tes potes massacrés à Stalingrad, sous le bruit incessant des avions allemands. Et quant à son histoire, vous et votre allié Reznov allez parcourir les terres de l'Allemagne dans diverses missions, jusqu'à la toute fin, reprendre le Reichstag. Je le dis gentiment, et c'est que l'histoire, mais bordel, les émotions. Je vais rapidement le lier à la mise en scène, mais il y a une culture du symbolisme et de l'horreur slash peur. Il y a que World at War pour nous faire ressentir ça, grâce à 3 choses que je suis obligé de vous énumérer. Mais déjà, Reznov, il y a des dialogues dignes du cinéma, le personnage est emblématique, charismatique, original et poignant. Le fameux russe de la mère patrie qui donne des leçons de vie à chaque coin de rue. Dimitri Petrenko, j'ai vu cet homme tromper la mort au cours du siège de Stalingrad, tant qu'il battra
Le cœur de cette armée sera invincible. La toute dernière mission, c'est lui qui exécute un type pour le Reichstag avec l'hymne de l'URSS derrière. Puis la musique, je l'ai pas trop noté pour les premiers opus, mais elle était assez classique. Les musiques de World at War, c'est une angoisse permanente. Elle sert énormément le propos, le gameplay et la mise en scène. Et je suis obligé, mais extrait. Et puis principalement, ces émotions vont être servies par le gameplay. Bon, le gameplay en lui-même est assez classique. On note qu'on a les armes des premiers Call of, mais grandement améliorées et plus faciles à manier. Dédicace à la PPSH, bien cheatée comme il faut. Mais on sent bien les traces de gameplay de Modern Warfare dans cet opus. C'est-à-dire tirer, recharger, passer par-dessus, s'allonger, tirer à travers les murs. Dans les comportements, ça fait très Modern Warfare, mais dans la Seconde Guerre mondiale. Non, par contre, les objectifs de gameplay vont servir cette ambiance et cette horreur. Des objectifs comme prenez le lance-flamme et cramez l'ennemi. Le pire, c'est qu'on voit l'ennemi cramer, on entend les cris, les débattements, la peur. Objectif, tuer les cibles au sniper pour couvrir vos alliés, ou simplement dans cette première mission de Reznov, attendre que les bris soient assez forts pour éliminer des groupes d'ennemis. Objectif, détruire les sites de mortier ou les bunkers, peu importe comment vous le faites. Et le pire de tous, exécuter les soldats blessés. La phrase est écrite, la phrase elle veut tout dire, et le jeu te demande de faire ça. C'est littéralement écrit. Pas de quartier, pas de prisonniers. C'est du symbolisme. Bon, je dis symbolisme, mais interprétez-le comme de l'horreur, du marqueur de la guerre, de l'émotion réelle du champ de bataille. Le Call of Duty qui veut se rapprocher le plus de c'est quoi la guerre dans son ambiance. Donc je disais, c'est du symbolisme, dans son gameplay, son histoire, sa mise en scène, mais au dépend du level design. Aucun niveau ne m'a réellement marqué dans sa construction. En plus d'avoir des niveaux pas très utiles, le débarquement nous donne de grandes étendues et des tranchées, les attaques de mortier, des tranchées, la reprise des bunkers, grandes étendues et tranchées, l'attaque au lance-flamme, grandes étendues et tranchées, et là je viens de vous montrer 5 levels différentes sur les 15. C'est valable aussi du côté russe, où vu que vous allez littéralement attaquer Berlin, vous allez vous retrouver avec 3-4 missions où ça sera du combat de bâtiment en bâtiment avec quelques couloirs par-ci par-là, malheureusement. A noter du coup que les 3 missions qui marquent quand même, car elles sont originales dans leur lieu, c'est la mission de Stalingrad avec Reznov, la mission de la prise du fort japonais à la fin, et bien sûr la mission en avion sur les eaux japonaises. On note aussi une mission en char, mais c'est tout. Et pourtant je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette campagne reste tout de même forte. Courte, pas très fun, si vraiment vous la jouez pour la jouer, vous allez vous faire chier, surtout qu'il y a des passages qui forcent le script et des passages vraiment durs, mais par contre une campagne qui va vous faire mal au cœur. Oui c'est la guerre, oui c'est la reprise du Reichstag, oui c'est la bataille japonaise, c'est bien montré, bien expliqué, et principalement bien retransmis. Mention spéciale aux cinématiques de prémission, comme Modern Warfare, tout en étant pas comme Modern Warfare, avec ce tricolore de rouge, blanc, noir, lié à la map de la Terre ronde et des vidéos d'époque. Si vous lisez tout, que vous prenez le temps, c'est riche d'informations, de messages, de statistiques, etc. Donc voilà ce qu'est World at War. Ce n'est pas la campagne la plus originale, ni la plus marquante, ni la plus cool à jouer, mais c'est la campagne du ressenti. Et malgré ses défauts propres au parti pris, je pense qu'il mérite sa place en B. C'est assez bas, mais je vous rappelle que j'en ai 22 à foutre sur ce tableau, moi. Et si on traite que les campagnes, mention spéciale aux zombies qui fait son arrivée ici. Mais on en parlera plus tard. Comme je le dis, c'est du pur tryhard, ça. Tryhard, en tout cas, file bossé sur Black Ops, nous, on revient une nouvelle fois à Infinity War, qui est en train de donner corps et âme pour faire une suite digne de son prédécesseur. Une suite que tout le monde attendait, une suite qui va une nouvelle fois révolutionner la franchise, Call of Duty Modern Warfare 2, sorti en 2009, c'est parti. Transition Gotaga. Monster, I should run away, j'ai pas les droits de la musique. Call of Duty Modern Warfare 2 est, comme son nom l'indique, la suite directe de Modern Warfare 1. Le premier Call of Duty qui appartient à une saga, une suite directe. Et on sent que Infinity War, avec le premier opus, ont appris. Et dans ce second opus, ils perfectionnent et se relâchent. C'est le jeu du toujours plus, du impressionnant sans pour autant être une redite. Et surtout en comblant les reproches et les manques du premier jeu. Rentrons dans la campagne, je vais vous expliquer. Si on devait prendre des manques ou des reproches du Modern Warfare 1, ça serait par exemple, Soap s'entraîne tout seul dans la mission 1. Là, l'entraînement est dans une base armée avec des gens autour qui font leur activité. Si on devait prendre la reproche des missions diptyques ou courtes dans MW1, là dans le 2, l'intégralité des missions sont uniques. Alors oui, certains lieux vont être doublés. Les favelas, il y en a 2, la fin avec Shepard, il y en a 2, etc. Mais les objectifs sont véritablement uniques. Si on devait prendre la reproche des alliés qui puent la merde dans le premier opus, non, sans déconner, ils étaient vraiment nuls. Là, dans le 2, c'est amélioré, on les voit véritablement être utiles. McTavish qui vous aide au sniper, on le voit dans cette mission. Et principalement, si on devait le prendre comme un tout, ce Modern Warfare 2
2 est excellent. Une amélioration dans tous les points de Call of Duty. Si on prend le prisme de on est en 2008, il s'agit du meilleur opus sur tous les points, et même extérieur à la campagne, car en plus de celle-ci, évidemment il y a le multijoueur avec les potards poussés au max, un moteur poussé au max, des maps ancestrales, des idées grotesques de fous, genre les séries de victimes ou la nuke, perso je trouve ça fou, et de l'autre côté les opérations spéciales, un peu à prendre comme des mini-campagnes sans l'histoire, que perso je trouve pas mal original, ça nous pousse à mieux jouer pour avancer, certains défis sont assez durs, je trouve l'idée cool au global, voilà, je me devais d'en parler en rapidement, car on sait et on sent qu'une partie du développement s'est basée là-dessus. Et vient la campagne, cette campagne qu'on va traiter sous le signe du marqueur, de ce qui nous a choqué, perturbé ou déçu en étant tous les enfants des années 2000 dans ce Call of Duty. Pour vous dire, même dans les menus, le marqueur est identifiable car les actes, acte 1, acte 2, acte 3, sont parfaitement séparés. Premier marqueur, celui du Tom Clancy, celui du James Bond avec cette mission dans la neige. D'ailleurs, anecdote personnelle. Dans la démo du jeu, il n'y avait que cette mission. Qu'est-ce que je l'ai saigné avant qu'on m'offre le jeu, putain je pense pas être le seul. Mais marqueur fort, cette mission nous fait découvrir des mécaniques nouvelles, comme l'escalade, le blizzard, des nouvelles armes comme l'ACR, le personnage de Soap, que cette fois-ci on peut poser un visage et une voix sur un personnage que nous-mêmes avons joué. Reste là et regarde-moi. Attends mon signal. Jusqu'au climax digne du cinéma et toute cette course-poursuite, le marqueur du cinéma. Prochain marqueur, direct mission d'après, le marqueur de sa grand-mère la tape, je m'attendais pas à ça. No More Russian. En plus d'être forte en symbole, le truc horrible et tout ce qui en suit, elle est aussi très forte en mise en scène. Dès qu'on sort là, ce plan, cette scène, les visages des PNJ, c'est extrêmement fort. Même la suite où on va se retrouver à marcher sur des cadavres, le marqueur du sa grand-mère la tape, je m'attendais pas à ça. Et prochain marqueur, encore mission d'après, le marqueur du voyage. Modern Warfare 1, oui, nous faisait voyager dans des lieux reconnaissables ou assez basiques. Une base militaire, ça dépayse pas trop. Quant à MW2, on voyage dans cette mission des favelas, colorées, pauvres et disproportionnées, comme une vraie favelas. Ce marqueur du voyage va se faire aussi ressentir avec la mission de la plateforme pétrolière ou celle de l'escorte du char. Le marqueur du voyage. Encore un marqueur avec celui des enjeux. L'attentat en Russie a permis aux Russes d'attaquer frontalement et ouvertement les États-Unis. Je vous ai dit, la grande peur américaine. Et alors les enjeux sont grands et forts. Cette attaque du Capitole où l'on voit l'incarnation physique de la peur américaine, la récupération du prisonnier 627 pour aller débusquer Makarov et surtout la bombe IEM qui remet en cause l'intégralité de la guerre dans son ensemble. C'est bourré d'histoires à enjeu, même dans les missions les plus insignifiantes. Par exemple avec les missions d'escorte de char, où l'on comprend l'importance de défendre des cibles VIP. Les fumées vertes partout, et même jusqu'au bureau ovale, pour comprendre que la guerre est partout. Jusqu'au dernier marqueur, un marqueur qui en a perturbé plus d'un. Le marqueur de la trahison. De 1, la musique, elle est vraiment triste. De 2, on s'y attend vraiment pas. Dans le sens où il y a des éléments qui te permettent de comprendre qui va trahir, j'ai jamais vu venir. Et de 3, c'est encore pire pour l'histoire. Roach et Ghost, personnages importants, meurent. Il ne reste plus que Soap et Price, comme au début, pour aller tuer le général Shepard qui nous a trahis. La fin du jeu est un mélange de soulagement d'avoir gagné cette bataille en vie et de tristesse d'avoir perdu alliés et une guerre pas finie. Makarov est encore là avec la certitude qu'il y aura un troisième jeu. Tous ces marqueurs sont liés à la mise en scène, mais qu'en est-il du gameplay et du level design ? Pour le gameplay, j'ai pas trouvé qu'il y ait une grande amélioration quand on le compare au 1. Alors oui, plein de nouvelles armes, mais l'IA et la physique des ennemis ne changent pas. Le time to kill ou l'utilisation de spéciales ne change pas. On va voir des petites nouvelles choses quand même avec ce bouclier anti-émeute ou ce missile Predator, mais pas plus. Par exemple, pas de mission en pur véhicule. De temps en temps, passage d'hélico et course-poursuite en bateau ou jet ski. D'ailleurs, c'est fun et cool quand même, mais pas de mission dédiée à ça. Et pour finir, le level design. Très bien intégré à la mise en scène, pas autant que pourrait l'être un Black Ops, mais assez prometteur quand même. Les favelas nous offrent une petite zone, mais bourrée de petits couloirs. L'escorte du char en banlieue nous permet de rentrer dans toutes les maisons, alors que la moitié sont vides. La défense du MSD nous oblige à surveiller une très grande zone. Des bonnes idées de level design, mais parfois perdues dans des missions un peu trop classiques en construction. La plateforme pétrolière, l'école ou le Capitole nous forcent à garder une linéarité à cause de leur lieu. Mais sinon, malgré ça, malgré les micro-défauts, le jeu est absolument fou. Dans le top 3 de tous les Call of Duty à ce jour, dans le top 3 de tous les jeux sortis en 2009, dans le top 3 du cœur de beaucoup de joueurs de campagne. Grâce à ces marqueurs, qu'ils soient d'histoire, de trahison, de conséquences ou simplement de fun pur, Call of Duty Modern Warfare 2 obtient aisément sa place en S de la tier list. Quand soudain, tryhard.
Ah, je vais vous renvoyer à cette vidéo de fou de TGR pour comprendre un peu les déboires entre Activision et Blizzard, mais Modern Warfare 2 rentre dans son développement en sous-effectif. De son côté, Treyarch a un jeu nul, un jeu sous-estimé, et désormais il travaille sur un jeu qui va surprendre. Un jeu qui fut longtemps mon opus préféré. Call of Duty Black Ops, sorti en 2010, c'est parti, transition Eco+. Call of Duty Black Ops 1 est une nouvelle IP de Treyarch, qui va durer dans le temps. Aujourd'hui on en est au 7ème opus, ce qui veut dire que le premier jeu a dû bien marcher. Et oui, il a bien marché, grâce à son multi, assez générique mais extrêmement dantesque. L'arrivée des skins dorés, de plus en plus de personnalisation, ou la map de Nuketown par exemple, grâce à son zombie. Cette map, Kino der Toten, le nombre de gens qui l'ont faite et refaite en boucle, c'est fou. Perso mon record se mange 45. Mais aussi grâce à cette campagne, qui brille par son spectre, son aura et son histoire. L'action se situe dans les années 60, à l'époque de la guerre froide des événements de Cuba. Vous y incarnez Mason, un soldat américain capturé dans cette pièce et interrogé sur son passé, que vous jouerez dans des missions flashback. La première mission va nous montrer l'assaut de la baie des cochons et notre capture parmi des personnes peu recommandables. La seconde mission va nous montrer notre emprisonnement et notre fuite de Vorkuta avec l'ami Reznov. La troisième mission va nous montrer qu'on s'en est sorti, mais qu'il s'est passé quelque chose avec ce screamer de zinzin face au président. Et les missions 4 à 15 vont nous permettre de tenter de tuer les 3 méchants du jeu. Drakovich, le méchant principal, Kravchenko, Sosogo, et Steiner, le scientifique fou, avec la fameuse phrase « Dragovich, Kravchenko, Steiner, ces hommes doivent mourir. » Et vous voyez qu'en 3 missions, on a un cadre posé, une histoire qui donne envie et une recherche active de conclusion. Pourquoi on est là? C'est quoi ces nombres? Que s'est-il passé? Quels sont les plans des méchants? Jusqu'à l'avant-dernière mission, on ne connaît pas les plans des méchants par exemple. Et les plans du méchant sont très simples. Je rigole, c'est technique sa mère. On s'est fait laver le cerveau pour tuer le président, avec torture et tout le toit. Cependant, Reznov nous a délavé le cerveau pour changer l'objectif et nous obliger à tuer les 3 méchants. D'ailleurs, accompagné d'une mission spéciale flashback dans le flashback, où l'on joue Reznov et on revoit notre Dimitri national de World at War. D'ailleurs, comment il va lui? Pas la grande forme. Cependant, les Américains ne veulent pas qu'on tue le méchant Steiner, donc ils nous capturent, nous emmènent dans cette pièce, dans le but d'avoir les infos sur les vrais plans des méchants. Alors on fouille dans notre passé, les flashbacks, pour savoir quels sont les plans. L'ennemi veut répandre un gaz toxique de la Seconde Guerre mondiale nommé Nova 6 sur tous les États-Unis, grâce à plein d'agents dormants qui ont eu le cerveau lavé. Au cours des flashbacks, on se rend compte qu'on a réussi à tuer Kravchenko et Steiner, et grâce à nos souvenirs, on se souvient de où est le dernier, Drakovich. Alors on attaque son bateau avant qu'il n'active le Nova 6 et fin. C'est galère à expliquer comme ça, mais la campagne le fait si simplement. À coup de contre-espionnage, d'éléments cachés et de dialogues très subtils. Rien qu'avec les dialogues, on comprend le plot twist de fin sur le fait que depuis le début, Reznov est dans notre tête. La campagne est subtile, stressante, parfois horrifique, parce que ça parle de choses pas communes, ça utilise une époque pas commune. Ça questionne sur l'éthique, la souffrance, le mental. Habituellement dans les Call of, on s'attache à nos alliés. Dans Modern Warfare 1, on s'attache à Price, et dans le 2, on s'attache à Soap, alors qu'on ne les joue pas. Dans ce Black Ops, on se sent obligé de s'attacher à Mason, ou Mason, pour comprendre ses intentions, sa souffrance, etc. J'ai adoré son histoire personnellement, car elle n'est pas originale dans le gameplay ou le level design, mais elle est dans la morale et les propos, servie par une giga mise en scène. Une mise en scène plus naturelle et moins cinématique Infinity War, mais quand même présente, par plein de petits passages. Les étapes d'évasion de Reznov, le double point de vue de la mission de Steiner, ou toutes ces intros où le son d'office, l'ambiance, le cadre, et le fait qu'on va être dans la merde. Plein de petits moments de scénette qui parfois s'ajoutent au gameplay. Un gameplay à pied beaucoup plus simple. Les ennemis ont moins de vie, sont moins nombreux, les armes qu'on possède ont l'air d'être beaucoup plus efficaces, avec quelques armes assez originales comme le Valkyrie ou le China Lake. Par contre, beaucoup plus de phases en véhicule. De la voiture, de la moto, de l'avion 2 fois, du bateau, de la voiture encore, de l'hélico et de l'hélico. Sur les 15 missions jouées, 8 possèdent au moins une phase en véhicule et les 8 sont utiles, les 8 sont impressionnants. Mention spéciale au Hein, jouissif à jouer. Ou le radar qui nous demande juste de déplacer des troupes d'unités. Parce que tout ça se lie évidemment avec le level design. Très disparate. On a des constructions dignes du cinéma et d'un coup des bases russes des années 40 tout rouillées. Un level design bien travaillé, mais linéaire. Vorkuta, bien travaillé, qui varie les zones, les phases comme cette ligne de chemin de fer ou cette fuite en moto, entrecoupée de couloirs de prison. Cette base aérienne extrêmement grande, extrêmement ouverte, jusqu'à que tu te rendes compte que c'est tout droit. Cette mission à Hong Kong, j'adore cette mission, dans mon top 10 de toutes les missions de Call of Duty. On saute sur les toits, on passe de petite pièce en petite pièce, par des fenêtres, c'est stylé certes, mais ça nous oblige à prendre un seul et unique chemin de toute la mission. C'est dans ce sens-là que je dis disparate. Des belles zones,
bien construite, bien mise en scène aux dépens de sa taille et de ses axes. Ah par contre, on voyage, c'est pas peu dire. Tous les continents sont explorés. Donc j'adore ce jeu. Une histoire fraîche et qu'on ne verra pas souvent. Une mise en scène simple, un gameplay simple, peut-être un peu trop simple, et un level design un peu en dessous. Mais ça ne change pas que Black Ops 1 est bon, dans une nouvelle palette d'émotions, d'interrogations et une légitimité gagnée pour Treyarch. Ils ont mérité la place de pouvoir faire de grands Call of. Cependant, mon avis est très biaisé. Et lorsqu'on regarde la campagne du jeu d'après et celle du jeu d'avant, soit MW2 et MW3, on sent, et c'est pas moi qui le dis, qu'elle est encore en dessous de ces mastodontes d'Infinity War. Alors ce Black Ops 1 prendra sa place en A de la tier list. Bon, le temps qu'ils partent faire Black Ops 2, nous on revient vers Infinity War qui a perdu la moitié de ses effectifs suite au déboire avec Activision. Il reste encore des gens, des idées et un scénario, ainsi qu'un studio nommé Sledgehammer pour aider à finir cette trilogie. Il faut conclure tous les arcs narratifs et tout donner malgré les galères de développement. Place à Call of Duty Modern Warfare 3 sorti en 2011, c'est parti. Transition Missile Predator. C'est le premier Call of Duty où je vais avoir peur de me répéter et en même temps il y a des choses à dire sur cette campagne. Déjà d'un point de vue multijoueur et opération spéciale, je ne détonne pas une très grande différence avec le second opus. Et en ce qui concerne la campagne, je suis assez mitigé. Car oui, il s'agit d'une conclusion à l'histoire, d'une fin à cette trilogie qui aura duré des années, d'une réponse à toutes les questions qu'on se pose avec une très bonne histoire, mais assez cousu de fil blanc. Prenons-la étape par étape. L'escouade Metal 01, groupe militaire qui, dans les 2 premières missions, nous donne déjà tout le cahier des charges de Call of Duty. Une escouade surperformante dans les rues de Manhattan, combattre dans les bâtiments, détruire une installation ennemie, se couvrir avec les missiles Predator, le passage sous l'eau, l'attaque du sous-marin, puis la fuite ultra stressante sous les bombardements russes. À vous tout seul, du moins votre escouade, vous venez de repousser l'armée russe entière de New York, et avec tous les éléments et objectifs récurrents de Call of Duty. Ça commence fort. Mission d'après, on découvre un nouveau personnage jouable avec Yuri, à qui on tente de donner de l'importance et plus tard des explications sur son passé. Mais ça sera pas vraiment utile. La mission sera de sauver Soap, très mal en point. Mission d'après, encore un nouveau personnage où l'on joue un garde rapproché du président russe, qui est juste une mission de point de vue. Une mission de point de vue, c'est une mission où vos agissements n'auront aucune conséquence sur la suite. C'est juste un point de vue, genre. Et cette mission, c'est le cas. Vous voyez le président russe se faire enlever par Makarov, mais sans dénouement. La mission aurait pu presque être racontée en off. L'intensité s'arrête pas là, car on va avoir des missions Sierra Leone, en Somalie, en Allemagne, en Tchéquie, en Angleterre, en France, en Russie, en Afghanistan, aux USA évidemment. Ah oui, ce jeu, on voyage beaucoup plus que tous les anciens réunis. On y joue 5 personnages différents, principalement Frost et Yuri, mais on va aussi contrôler des capitaines Price par exemple. Et quand je vous le raconte, vous voyez où est le problème. Toute cette intensité pour pas beaucoup de dénouement. Que ça soit l'intensité des actions des personnages ou des enjeux. La campagne va se profiler à la recherche de Makarov, à remonter les traces, empêcher des attentats et sauver le président et sa fille, mais sans réel but. Cependant, d'un point de vue mise en scène, ça va donner des choses travaillées de fou quand même. La course-poursuite du métro à Londres, avec la Bravo 6 originale, hyper fort, hyper intense, mais à quel but? La quête d'escorte d'AC-130 dans les rues de Paris, hyper cool, hyper bien mise en scène et bien retransmise jusqu'à la toute fin. Mais l'arc narratif de Volk n'a pas servi à grand chose, car les infos qu'il nous donne nous envoient dans une base classique. Y a pas de pont en face de la tour Eiffel. Autant pour moi. La tentative d'assassinat sur le clocher avec la fuite, la résistance qui arrive au dernier moment, le sauvetage de Soap jusqu'à la toute fin, hyper classe, mais scénaristiquement nul. Soap décède, c'est triste, je suis triste, et sa toute dernière phrase avant de mourir, c'est ça. Dois savoir. Makarov connaît Yuri. Ça n'a aucune utilité. Qu'ils le disent ou pas, la finalité aurait été la même. Donc je vais aller au plus simple en fait. Sur les 18 missions, au moins 6 ne servent à rien dans le scénario. Que ça soit l'échec de la mission, la mort des personnages, l'intensité des actions. Perso, je m'étais attaché à l'histoire, je m'étais attaché aux enjeux, à ces personnages, même les méchants. Makarov respire une certaine classe typiquement oligarque russe qui contrôle le monde. Et même si la fin est un soulagement, où seul Price est en vie et Nikolai, on oublie trop Nikolai, même si la fin est une conclusion, je reste frustré par cette histoire qui a mis une barre d'enjeu trop forte, trop haute pour une conclusion simple. Mais là-dessus, peut-être que c'est moi, car le jeu n'en reste pas moins excellent. La mise en scène est propre, toujours dans le surplus américain qui détonne de petites améliorations. Quand on compare au 1, les barques, les indications, les couloirs d'objectifs sont nettement mieux améliorés. Le level design est mieux par des petites évolutions, de plus en plus de couvertures, de points stratégiques, de couloirs mieux construits. Par exemple, l'escorte du char dans les rues de Berlin. C'est des grandes rues, mais pourtant on ne se perd pas. On suit stratégiquement le level tout en étant impliqué dans la bataille. S'ajoute à tout ça, donc histoire, mise en scène et level design, s'ajoute le gameplay qui est le 2.
c'est littéralement MW2. Les missiles Predator, la C-130, les phases en véhicule, les armes, le rechargement des armes, la visée, les équipements tactiques, tout ça, c'est à 90% Modern Warfare 2. À noter deux petits trucs nouveaux et fun quand même, la phase en mastodonte à la fin, de type je possède des couilles en tungstène, et la phase en mortier, alors c'est dommage qu'elle dure vraiment pas longtemps. Donc je vous dis, je suis assez mitigé. Un jeu de fou, mais j'ai l'impression de voir MW2. Et si je plonge plus dans les explications, je vais faire des redites à MW2. Pourtant, ce Modern Warfare 3, on a encore l'intensité, les moments marquants, la musique qui va avec et des plans dignes du cinéma, mais mélangés dans une histoire qui s'est perdue en changement et un gameplay trop similaire à son prédécesseur. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé cette conclusion à la trilogie, j'ai bien aimé jouer à ce jeu, mais si je devais le prendre comme un tout, hors multi, hors extra, cette campagne ne va que en B de la tier list. Et c'est la fin de Infinity War tel qu'on le connaît. C'est la fin de Modern Warfare tel qu'on le connaît pour l'instant. Une trilogie de fous, avec des personnages de fous qui peut-être reviendront, on sait pas. En attendant, on retourne du côté de Treyarch. Pas de Toondoudou cette fois, car ils ont fait un pari très osé avec leur suite à eux. Call of Duty Black Ops 2 sorti en 2012, c'est parti, transition fait de transition. On est sur, je pense, mon opus préféré, à voir. Car on ne se rend pas compte, mais cette campagne, et même ce jeu en général, c'est des centaines de nouvelles idées parfaitement exécutées. Dans l'ordre, la campagne est dans le futur. Aujourd'hui, c'est presque normal, mais en 2012, c'est le premier Call of Duty qui nous offre un futur proche et technologique. Car le jeu se situe en 2025. Ça fait bizarre de se dire que le futur est en 2025, mais en 2012, c'est logique. Qui dit futur technologique dit nouvelles armes, esthétiquement très futuristiques, nouvelles techno, avec des camouflages actifs, des lunettes de visée, des détecteurs d'ennemis, mais aussi des drones, des machines, des véhicules totalement liés à 2025. Genre les sortes de Rhino qui marchent, c'est archi stylé. Nouveau, frais et original. La campagne suit deux lignes temporelles. Petite reproche sur la notion du temps, car Woods a genre 96 ans dans cette scène, mais les deux lignes temporelles sont vraiment cool. Surtout du coup cette remise en contexte dans le passé avec Woods et Mason, pour tenter à cette époque de capturer Menendez, de comprendre pourquoi ça n'a pas réussi et d'en apprendre plus sur la mort de Mason. Deux lignes temporelles parfaitement exécutées et pas trop mélangées. Nouveau, frais et original. Le gameplay de cette campagne va rajouter deux choses hyper cool. La personnalisation des classes. Avant chaque mission, on peut choisir ses armes, ses accessoires, ses atouts. Ce qu'on souhaite, rien ne nous est imposé. Même si du coup les armes de base sont utiles pour la mission, et les atouts qu'on peut choisir, même si tout le monde choisit l'atout d'accès. Cet atout va nous permettre au cours de la mission de récupérer du stuff. De temps en temps, il y a le texte accéder qui pop sur votre ATH, et vous pouvez accéder à un petit bonus pour la mission. Une arme, une armure, une secondaire, un drone, ça nous pousse à chercher, c'est utile premier degré dans certaines missions, et surtout, c'est nouveau, frais, et original. Dans la campagne, il y a des vraies cinématiques. Je ne parle pas de cinématiques moteur de jeu avec le point de vue FPS de votre joueur, non, je parle de cinématiques, plan de caméra, cut, acteur filmé. Au début de certaines missions, on a de vraies cinématiques, et aussi des missions qui gardent le point de vue FPS du personnage quand même. Nouveau, frais et original. Dans la campagne, on va jouer le méchant dans deux missions, avec un côté presque extraordinaire dans ce qu'il est, son incarnation, sa prestance et surtout ses motivations, et on va le contrôler. Premier Call of où l'on vous met dans les yeux du méchant, nouveau, frais et original. Oh, oula. Dans la campagne, il y a des choix. 3 vont être importantes. Sauver ou pas la fille aqueuse, si vous y arrivez pas, une autre mission le permet, mais si vous ne la sauvez pas, il y aura des conséquences. Tuer ou pas Harper, vous contrôlez Farid, un agent sous couverture, et pour garder votre couverture, il faudra tuer votre pote Harper, et tuer ou capturer Menendez. Si vous le tuez, il sera considéré comme un martyr. Et aussi la fin avec Mason que j'ai jamais réussi. Ce qui donne le nombre fabuleux de 6 fins possibles. De la plus triste à, j'allais dire la plus joyeuse, mais autant dire la moins triste. Ce qui vous implique davantage dans le récit du jeu. Nouveau, frais et original. Salut, c'est Johnny. Dans cette campagne, on contrôlera un cheval dans une bataille épique très ouverte, on fera une vraie course-poursuite en voiture dans une zone très ouverte, on pilotera un avion au-dessus de Los Angeles dans une zone très ouverte. Oui, le level design nous offre des zones de plus en plus ouvertes sur des parties de mission. En gros, on passe de couloir à de grandes zones ouvertes pour avoir plus de points d'accès, ce qui aère et allège une partie des niveaux. Pour le cheval, c'est nouveau et frais, j'avoue. Et pour finir, dans cette campagne, il y a des missions optionnelles. Sans déconner, c'est fou ça. 5 missions sont purement optionnelles et totalement différentes d'une mission standard, et qu'elles sont semi-stratégiques, semi-STR. Vous allez devoir défendre ou capturer des lieux avec un groupe d'unités établi, groupe d'unités que vous pouvez jouer, oui, mais des groupes d'unités que vous pouvez contrôler, commander, positionner, utiliser les flèches, les placements, etc. Avec dans les difficultés supérieures, une vraie difficulté. Perso, c'est giga original dans le fond, même si j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais obligé de dire que c'est nouveau, frais et original pour le coup.
On ne se rend pas compte à quel point cette campagne et même ce jeu a apporté à Call of Duty. Oui, ce jeu entier, car il s'agit d'un des multis les plus joués, et le zombie est une masterclass absolue. On ne se rend pas compte, car à peine le jeu d'avant, je vous parlais de redondance et de répétition, de la peur de boucler mes propos dans Call of Duty. Et c'était valable pour les joueurs de 2011 et 2012 à cette époque. C'était le 9e Call of Duty. Qu'est-ce que Treyarch pouvait améliorer, changer, etc. Car ils auraient pu très bien faire une suite un peu bateau de cette guerre froide de Black Ops 1. Non, au contraire, ils ont tenté 5 choses totalement nouvelles, dont 4 uniques à cet opus. Les choix, les fins, les caches d'armes et la double temporalité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est osé, et Black Ops 2 a pris le pari de tenter ça, pour renouveler la formule Call of Duty, et c'est pas pour rien qu'il s'agit du 3e Call of Duty le plus vendu. Il y a un micro-problème à ça, c'est que l'histoire n'est pas si marquante. Elle est longue, une des plus longues campagnes que je connaisse, elle est forte, le méchant est forte, c'est triste de fou, et le mélange d'époques ravive les émotions, mais elle ne m'est pas restée tant que ça en mémoire, sûrement à cause du dénouement final. 6 fins différentes oui, mais laquelle est la bonne, laquelle est canon, laquelle nous réjouit, etc. Mais c'est vraiment un micro-problème, car sinon Black Ops 2 se situe en S de cette tier list d'office. Non vraiment, qu'est-ce qu'il était bon ce jeu, et surtout original pour un Call of Duty. Et nous allons passer au 10e Call of Duty sur 22. Ça doit faire une petite heure que vous êtes avec moi, donc on va prendre une petite pause. Profitez-en pour vous abonner et mettre un like. En attendant, je vais vous montrer. Ils sont tous là. Je les ai pas tous, et il y a Black Ops 2 et Black Ops 1 qui sont en double. Oh tiens, toi d'ailleurs, faut que j'aille t'enterrer dans une forêt. Bref, on reprend. Nouvelle IP car Modern Warfare c'est fini. Nouvelle équipe de Infinity Ward avec un studio d'aide Raven Software. Tout ça nous donne Call of Duty Ghost, sorti en 2013. C'est parti, transition jeu vidéo. Enfin, une nouvelle IP depuis 2006 qu'on n'en a pas eu. Et une IP, ma foi... Je vais mettre mon avis sur ce papier et on en parle à la fin. Mais sinon, qu'apporte Call of Duty Ghost dans cette sphère code au global? Pas grand chose malheureusement. D'un point de vue extérieur à la campagne, il y a le mode de jeu Extinction, une sorte de zombie retravaillée et assez plaisante. C'est pas le jeu du siècle, mais j'ai passé un bon moment en Extinction. Et pour ce qui est de la campagne, elle est assez osef en fait. Prenons ce qui est bien. Les cinématiques de prémission sont bien, jouant sur les ombres, les fluides de noir et de blanc très cinématographiques, avec un son et des SFX qui tabassent. Vulnérable à un endroit. 15 mètres sous la ligne de flottaison, près du port d'échappement thermique du navire. Cela rend très immersif avant de commencer la dite mission. Dommage qu'elle soit courte. Après, pour ce qui est du gameplay, on reprend les bonnes vieilles bases de Modern Warfare dans le style de combat. À noter qu'on peut se mettre à couvert et pencher l'arme, ce que beaucoup de jeux feront par la suite. À noter également les ennemis qui ont eu une vraie amélioration depuis, et si on compare au Black Ops. Car j'ai l'impression, même si ça se voit pas quand on joue et qu'on doit combattre, que l'ennemi devient de plus en plus intelligent. Se cache mieux, s'adapte, peut parfois tenter de vous prendre un revers, ou par exemple si vous lancez beaucoup de grenades, ils lanceront beaucoup de grenades. Si vous restez loin avec une lunette, ils resteront plus cachés longtemps. Des petits détails qui donnent l'impression d'adaptabilité aux ennemis. Mais aucune arme marquante, je tiens à souligner. J'ai pas mal l'impression de jouer à une sorte de Modern Warfare 4 dans le gameplay. L'hélico, le char, l'anti-aérien ou la discrétion fait beaucoup trop Modern Warfare. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça empêche un renouvellement. C'est pareil avec le level design et la mise en scène que je vais relier. Parce que de temps en temps, de bonnes idées. En mode, tiens, cette mission, accrocher à un building, bonne idée. Dommage qu'elle ne dure que 10 minutes, dont la moitié dans les couloirs du building. Pareil avec cette mission flashback. Ah tiens, la ville va être inondée, ça nous pousse à jouer sur les toits et à se mettre accroupi sous l'eau. Dommage que ça soit à la toute fin de la mission. Mais aussi de très bonnes idées, toutes courtes. La mission totalement sous l'eau, à esquiver les requins et tuer des plongeurs, bonne idée. La dernière mission sur le train suspendu, très plaisante et assez galère avec une physique qui suit bien, bonne idée. Et bien sûr, les 2 missions dans l'espace. Porte entrée de futur Call of, mais cette dernière mission dans l'espace pour prendre d'assaut cette station spatiale avec le fait de jouer sur la hauteur, les couvertures, une bonne idée, bien exécutée, dans une mission de, attention, 9 minutes. Mais sinon, on reste un peu trop sur des missions standards. À coup de on s'infiltre, on attaque des installations, on joue discrètement, on prend d'assaut une plateforme pétrolière pour la 3e fois depuis Call of Duty. Avec une histoire assez standard en fait. Un méchant très méchant qui veut tuer votre escouade, des gentils très gentils en mode One Man Army. Ah oui, le jeu se cache même plus d'être One Man Army. Les Squad Ghost, c'est vous, c'est dans le titre du jeu. Le nombre de fois où vous serez 4, 5 versus une armée entière. La base dans le froid, 4 versus le monde. La plateforme pétrolière, 4 versus le monde. L'usine d'armement, 5 versus le monde. Ah, ça augmente. 2 choses vont être assez plaisantes quand même. Déjà ce monde semi-post-apo, semi-guerre ouverte, où l'on sent qu'il y a eu des désastres de fous, où en gros un canon dans le ciel appelé Odin a rasé des villes entières, et un mur a été construit entre l'Amérique du Nord et celui du Sud, avec une coalition d'ennemis qui n'a pas d'origine, cela fait mystère mystérieux mais assez intriguant. Et seconde chose, cette fin qui en a fait jaser plus d'un.
une fin ouverte mais négative pour la première fois dans Code. Même si en vrai on peut très vite deviner qu'est-ce qui va se passer s'il y avait une mission supplémentaire. Mais belle initiative de la part des développeurs là-dessus. Alors je vous ai vanté plein de choses de positives, que ça soit des idées originales mais courtes, un univers intrigant mais avec beaucoup de questions, ou une histoire simple par rapport à d'autres opus. Mais ne vous y prenez pas si je vous dis que le jeu reste quand même mauvais. C'est pas la pire campagne, mais c'est la campagne du... Et là, je ressors mon papier, c'est la campagne du... OSEF. J'avais tant raison. Cette campagne est OSEF, on s'ennuie, la moitié des niveaux sont oubliables, l'histoire n'a aucune implication émotionnelle. Même quand le papa meurt, je m'en fous, le chien, je m'en fous, même si c'est marrant de le contrôler. L'histoire, je m'en fous, la fin, je m'en fous. Par exemple, il s'agit du seul jeu depuis le début où nous jouons sur tout du long qu'un seul et unique personnage. Et en plus, il parle pas. Paye ton implication. Et puis, elle est pas si fun à jouer, quoi. Les quelques bonnes idées durent moins longtemps qu'une clope et le reste, bah, c'est standard à jouer ou à regarder. Aucune mise en scène marquante, aucune arme marquante, aucun personnage, rien. Alors ça aurait pu faire un bon jeu. Il suffisait d'augmenter ce côté post-apo et plus d'explications / d'implications avec cette histoire de Ghost, sans pour autant faire une guerre ouverte, et là, ça donne déjà un meilleur jeu. Donc malheureusement, une place en C pour cet opus. Pas en D car il n'est pas foncièrement mauvais, il est juste OSEF. On va commencer à rentrer dans les opus négatifs, je vous préviens. Et c'est le cas du prochain. Encore une nouvelle IP, non pas développée par Treyarch ou Infinity Ward, mais par Sledgehammer. Et pour ceux qui se souviennent, c'était accompagné d'une sacrée campagne marketing. Star Talent, nouvelle technologie, l'emphase sur le futur et les tout nouveaux déplacements, une tentative marketing de créer un renouveau de la licence Code avec ce Call of Duty Advanced Warfare sorti en 2014. C'est parti, transition aux F. Pour vous, il s'est passé genre 10 secondes, mais pour moi, il s'est passé une semaine. J'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur. Voilà, OSEF. Alors, avant de parler de ce Advanced Warfare, 11e Call of Duty, il faut faire un point sur les axes d'amélioration qu'on peut avoir des anciens Call of Duty. Call of Duty nous a appris à tirer, Call of Duty nous a appris ce qui était une bonne histoire, ce qui était un bon level, un bon gameplay. Qu'est-ce qui reste à Call of Duty pour continuer d'améliorer ses opus, alors que ça fait 10 jeux? C'est simple et c'est ce qu'on va voir dans cet opus, et les deux suivants. C'est-à-dire des idées nouvelles, Advanced et Infinite Warfare, va nous le montrer. Des levels de plus en plus grands et plus riches, Black Ops 3 va nous le montrer. Des meilleurs mouvements, et là-dessus, on va être gâté. Mais aussi des nouveaux graphismes. Nous sommes en 2014, la 8e génération de consoles fait son arrivée. Ce Call of Duty AW débarque donc sur Xbox One et PS4 avec des nouveaux graphismes poussés. Et ce jeu me rend indécis, je vais vous expliquer. En commençant par le fait que, bah oui, il est très beau. Les visages pour du 2014 sont propres, surtout avec le Star Talent. Une bonne gestion de la lumière, de l'eau, de la technologie. Encore une fois, dans un futur proche, aux alentours des 2060. Ce qui donne accès à plein de technologies proches et améliorées, comme le fut Black Ops 2 à son époque. Une moto, oui, mais une moto qui vole. Des drones, oui, mais sophistiqués, des camouflages actifs, des écrans tactiles transparents. Et surtout, les exosquelettes d'armure, la feature principale du jeu. Bouger plus vite, sauter plus haut, pratiquer le double jump, grimper sur les murs, tout pour améliorer le mouvement. Alors, c'est loin d'être parfait. Le air control est aux fraises, on peut pas courir sur les murs, votre personnage est encore lent, les sauts sont longs, la direction des sauts c'est incontrôlable. On sent une bonne volonté des devs avec cet exosquelette, mais très mal réalisé. Surtout quand on le compare aux opus suivants. C'est pas Advanced Warfare, mais Reculed Warfare. Donc, indécis. Continuons avec cette histoire. Une organisation privée paramilitaire contrôlée par Kevin Spacey devient méchant et tente d'infecter des populations entières avec un virus. On ne s'y attendait pas du tout. Ironique. Ça se voyait à des kilomètres, c'est mal exécuté et un peu trop court. Faut attendre le premier tiers de la campagne avant d'avoir cette révélation, comme si le méchant en Grèce ne servait à rien, puis la tentative de contrecarrer ses plans n'est pas glorieux. Et pourtant, notre personnage Mitchell, on l'aime bien. L'allié Gideon, on s'y attache. Comprendre qu'il y a d'autres organisations dans l'ombre qui veulent combattre Kevin, c'est pas mal. Le plan de Atlas, malgré sa facilité scénaristique, ça reste ok. Donc, indécis. Continuons avec le level design, la mise en scène, et pour une fois, je vais en parler, les SFX. Il y a un travail du son ambiant qui a fait un sacré effort dans Call of Duty Ghost, mais qui est vraiment propre et surtout immersif dans ce Advanced Warfare. Dans la toute première mission, quand le semblant de char te passe au-dessus de la tête avec un son stéréo, c'est fort. Attention la tête. Contact.
Et pareil pour la mise en scène qui se lie bien avec le gameplay. Petite phase de drone invisible vous demandant de tuer intelligemment les ennemis. Dans la même mission avec cette fuite avec un sniper qui vous chasse, qui tabasse les oreilles quand ça tire et qui malgré le fait que ça soit scripté est pas mal efficace. La chute du glacier où les très nombreux crashent dans tous les sens. Contrairement à Ghost et même aux opus précédents, on a une mise en scène qui s'ancre de plus en plus au travers de la mission. L'événement se passe alors que vous avez le contrôle de la manette, mais pourtant elle est pauvre. Il n'y a pas de mise en scène tant marquante que ça, et pas de moment. Le fameux visuel, gameplay et musique réunis, on l'a un peu en Grèce ou avec cette fuite en bateau aquatique, mais pas de moment. Donc indécis. Le level design, comme on l'a dit, cette nouvelle génération dit nouveau moteur dit nouveaux espaces, et nouvelle tentative qui se lie au gameplay. Vous venez de vous cracher et vous êtes dans une forêt avec votre camouflage, vous obligeant à jouer discrètement. Vous infiltrez la maison de Kevin, une jauge d'alerte est sur votre RTH et vous demande de ne tuer personne. Vous allez à Détroit dans une ville en ruine recueillir des informations avec une ambiance post-apo. Vous êtes tombé dans un glacier, il fait moins 40 degrés et le temps joue contre vous. Sur le papier, bonne idée, j'adore quand il y a des tentatives comme ça, sauf que problème, dans la forêt vous avez juste à suivre votre pote qui vous dit quoi faire. Dans la maison il n'y a qu'un seul et unique chemin, le reste c'est de l'habillage. À Détroit vous ne pilotez pas la moto et au moment où vous la pilotez ça dure 40 secondes montre en main. Le glacier vous parle de froid et du fait que vous soyez perdu, mais il y a une sortie 20 mètres plus loin. Résultat, indécis. La seule chose sur laquelle je ne suis pas indécis, et c'est même plutôt positif, c'est le gameplay. Cet affichage tête basse sur les armes, je trouve ça propre. L'idée d'avoir qu'une seule grenade, mais de choisir son mode de fonctionnalité, c'est pas évident, mais l'idée est propre également. Encore une idée avec ce système d'amélioration au début des missions, comme une sorte de level à passer contre des défis à réaliser pour augmenter les stats, comme la vitesse de rechargement ou de tressaillement. C'est pas mal non plus. Et puis le shoot en lui-même est assez cool. Qui dit futur technologique dit arme futuristique dans les designs, comme une arme laser. Dans les shoots, ça tire bien et j'aime bien. Mention spéciale au sniper qui foudroie tout le monde. Donc vous comprenez mon indécision. 5, 10, voire 15 nouvelles idées. Des bonnes idées, grappins, véhicules, genre l'avion à la fin, ou même technologiques, et des mauvaises idées, même s'il faudrait plutôt dire bonne idée mal exécutée. Exo-armure imposée, discrétion et QTE de partout. On sent que c'est une nouvelle IP. Le nouvel opus dans la nouvelle génération de consoles, mais on sent aussi que Sledgehammer doit encore trouver ses marques, contrairement à Treyarch ou Infinity Ward, qui ont du bagage. Ce Call of Duty veut être le Call of Duty des nouvelles générations, d'une nouvelle grande IP avec une volonté de faire un Advanced Warfare 2 et puis 3, etc. Mais que l'exécution en lui-même est parfois brouillon, tout simplement. Évidemment que les double jumps, c'était le premier Call of à le faire, c'était génial à l'époque. Maintenant, il y a des Black Ops 3 et Infinite qui sont passés par là. Évidemment que le jeu, en termes d'audio et de beauté, avec cette nouvelle génération 2014, ça a dû être fou. Et j'essaie toujours de comparer avec les jeux précédents, dans le sens où en 2014, on savait pas que Black Ops 3, Cold War, etc. allaient sortir. Et malgré ça, le jeu reste assez brouillon et me met dans une indécision. Est-ce qu'avec toutes ces bonnes idées et sa révolution graphique et futuristique, il mérite sa place en S ou en A de la tier list? Mais ou est-ce qu'avec les idées mal exécutées et l'aspect brouillon de son opus, il mérite sa place en B ou en C de la tier list? Premier degré, c'est le Call of Duty où je vais avoir besoin de votre avis en commentaire. Mais en attendant, je pense que je vais le mettre en B de la tier list, et en fin de vidéo, on verra si on le change de place. En tout cas, on passe au prochain opus. Treyarch redébarque avec sa licence phare, avec encore le système du nouveau mouvement, on va en parler. C'est l'heure de Call of Duty Black Ops 3, sorti en 2015, transition zombie. Ah, le zombie de Black Ops 3, je pense un des meilleurs, si ce n'est le meilleur zombie. Avec l'extension Chronicle et les maps de DLC du jeu, on a vraiment un sacré zombie. Dédicace aux maps custom sur PC également. Avec aussi un très bon multijoueur, même si je suis pas expert en multi de Call of Duty, celui-ci est vraiment bon. J'en profite pour dire ce que j'aime maintenant, car cette campagne, je l'aime vraiment, mais alors vraiment pas du tout. Donc, continuons dans ce que j'aime, car il y a quand même 2-3 éléments cool dans cette campagne. Les armes, je trouve que la DA des armes dans cet opus est vraiment bonne. Pas sur-technologisée comme Advanced Warfare, mais pas trop standard non plus. Un vrai effort sur les armes. Un jeu aussi très joli, je vous ai dit que les niveaux devenaient de plus en plus détaillés, avec les next-gen ou simplement le fait qu'on est en 2015 maintenant. Et c'est le cas de cet opus. Certains levels ont une attention aux détails bien travaillée, je pense à ce niveau des tours Lotus vers la fin, ou même toute la zone des 54 immortels. Bien grand, bien travaillé. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre de positif? Les classes sont revenues, voilà. Le choix du sexe du perso aussi, c'est pas mal. Je gratte du positif par-ci par-là parce que tout le reste est nul. Allez, on passe à Call of Duty Infinite Warfare sorti en 2016. Non, plus sérieusement, cette campagne de Call of Duty Black Ops 3 est mal faite, mal exécutée, et j'ai beau chercher des excuses, on est sur la pire campagne pour une raison. L'histoire. Et si l'histoire est mal desservie ou mal racontée, ça se répercute sur tout le reste en fait, avec de mauvais dialogues. T'as quelque chose à dire, Hendrix? C'est moi ou... T'as plein de sang sur toi.
de mauvaises cinématiques et de mauvais niveaux. J'ai vraiment essayé de comprendre cette histoire sans devoir regarder des vidéos ou lire des putains de BD, mais même avec ça, y a rien qui va. Y a même une théorie qui dit que ton personnage est mort et que tout ce qui se passe est dans la tête du gars. Mais du coup, c'est quoi cette histoire ? Vous êtes un soldat, pas nommé, qui lors de sa première mission se fait arracher les membres. Vous rentrez alors dans le programme de CyberOps, un programme de soldats cybernétiquement amélioré avec une puce IDN implantée dans la tête. Cette puce vous permet d'être plus fort, plus rapide, plus intelligent, puis ellipse de 5 ans. Et vous apprenez que l'équipe avec qui vous venez de faire équipe pendant 5 ans a été corrompue par une IA. C'est cool les ellipses, hein. Maintenant je dois m'attacher à des gens que je connais depuis 3 minutes et qui en plus vont devenir méchants. Donc 4-5 levels à coups de pam pam boum boum où le but va être de tuer les membres des Black Ops corrompus dans des combats de boss. En gros, c'est pas mal en vrai ça. Jusqu'à la toute fin où l'on affronte Taylor, le dernier mec corrompu, mais en fait c'était pas le dernier mec corrompu, il y avait aussi vous et votre pote Hendrik. Donc dernière mission, on va tuer Hendrik et on se tue nous-mêmes. Et puis après tout le reste ça passe dans notre tête. Et c'est le cas en plus. Donc vous allez me dire, mais Bob, quel est le problème avec cette campagne ? Le problème c'est qu'on a 4 couches de complexité. Première couche, des BD pas ouf et des niveaux pas ouf. Les BD comics sont obligatoires pour comprendre cette histoire, et de ce que j'ai compris, c'est pas fou. Et les niveaux, à cause de cette histoire, ne le sont pas non plus. Premier niveau assez standard, d'accord, mais le reste, seulement 11 levels, long en plus, inutile parfois. Celui où faut aller sauver Kane, celui des 54 immortels, etc. Enfin, c'est pas fou, dans leur design, dans leur localité également. Deuxième couche, avec toute cette histoire de virus nommé Corvus, qui se pose des questions. Cette forêt enneigée. Alors oui, ça donne des designs propres, avec les missions, les intrications des souvenirs, etc. Mais comment ce virus qui prend conscience est né, comment on l'a chopé, comment ça marche tout simplement. Des fois le virus peut t'empêcher de vivre et des fois tu peux l'affronter. Troisième couche, avec cette fin. Bon alors, si vous n'êtes pas débile comme moi, vous pouvez comprendre les textes, les ordres de mission, les cinématiques, l'histoire dans son ensemble, pas au détail, mais on peut comprendre. Tuez vos alliés pour empêcher ce virus de se propager, ok. Et à la toute fin, le tout dernier dialogue, je rappelle que Taylor c'est lui, il est mort. Voici ce que dit votre personnage. Je vous demande votre nom. Taylor. Et couche numéro 4, l'implication. Vous êtes censé papillonner avec Kane, mais 3 dialogues entre vous. Vous êtes censé être triste pour vos anciens membres, mais les 5 années d'amitié étaient une ellipse. Vous êtes censé vous rapprocher d'Hendrik en mode lui aussi est infecté. Vous êtes censé, et c'est le jeu qui le dit, avoir de l'empathie à l'égard de ce virus. Alors peut-être que c'est moi qui exagère, mais aucune implication émotionnelle ne m'a transpercé dans cette campagne. On joue les niveaux pour les jouer, pour voir où ça nous mène, sans réel but. Alors je dis pas, je me suis amusé dans le gameplay, je me suis amusé dans les 2 phases de véhicule, mais quand dans le jeu, les cinématiques sont pas folles, les dialogues sont pas fous, quand dans le jeu il y a un système de hub pour 11 missions je rappelle, quand dans le jeu ramasser les armes adverses ou courir sur les murs demande un power-up exprès, quand dans le jeu vous n'êtes pas impliqué et que vous ne passez pas un bon moment, ah oui on est d'accord que Black Ops 3 c'est la suite de Black Ops 2. Préparez-vous, voici la seule et unique référence à Black Ops 2 dans tout le jeu. Vous pouvez remercier Raúl Menendez. Quoi? Je ne vais pas me faire que des amis dans cette vidéo. Je sais qu'il y a une grosse communauté de fans à cet opus, et même moi je surkiffe le zombie et un bon multi également. Mais les fans de cette campagne, va falloir m'expliquer. C'est tout le problème de cette campagne que je vais résumer en une phrase. On n'y a aucune attache. Donc d'un point de vue campagne, et uniquement campagne, je mets cet opus en D de la tier list. Bref, le jeu m'a énervé, donc passons au prochain opus, qui lui va créer une très grande césure parmi les fans de Call of Duty. Call of Duty Infinite Warfare sorti en 2016. Transition chiant-pull et il fait 40 degrés. Ce jeu a créé une césure, car avant de parler de la campagne, parlons de ce qu'il y a autour. Alors le zombie et le multi de cet opus, je les ai très peu pratiqués, donc je peux pas vraiment vous dire. Mais il y a un élément qui a fait en sorte que ce Infinite Warfare soit si mal aimé, c'est sa fenêtre de sortie. Et qui ne commence pas à Advanced Warfare, mais depuis Black Ops 2, car BO2, futur et technologie, Ghost, futur, dystopie et technologie, Advanced Warfare, futur et double jump, Black Ops 3, futur et double jump, et enfin Infinite Warfare, futur et double jump. La cause de la chute de ce Call of Duty est que les gens en avaient marre. Activision, dans l'optique d'asseoir sa domination, a préféré pondre 5 jeux futurs, dont 3 avec le double jump d'affilée. Alors que les joueurs cherchent cette variation. Un jeu dans la guerre froide, hop, l'année prochaine, guerre moderne, et ainsi de suite. Et résoudre ce problème aurait été extrêmement facile. Il y avait juste à inverser la sortie de World War 2 et de Infinite Warfare. Personne n'aurait rien dit. Surtout que la même année, Battlefield 1 fait son arrivée, dans un retour à la Première Guerre mondiale un peu nanardesque, mais au moins ça a changé. Donc malheureusement Infinite Warfare fait son arrivée en 2016 avec 10 millions de ventes en moins que son prédécesseur.
Et pourtant, si on respecte tous les critères, gameplay, histoire, mise en scène, level design, il s'agit d'une des meilleures campagnes de tous les Call of Duty. Et prenons étape par étape, commençons par l'histoire. Et tiens, je vais mettre les bandes noires et la voix suave. Nous sommes en 2187. La Terre a conquis l'espace, mais ce grand vide s'est retourné contre elle. Les colonies extérieures et principalement Mars souhaitent désormais leur indépendance totale. Et une guerre froide demeure entre les deux planètes. Certaines colonies extérieures sont soutenues par l'un et par l'autre. Et pour ne pas rentrer dans une confrontation directe, des pirates spatiaux sont utilisés. Mais lors d'une mission de reconnaissance sur Europe, votre équipe découvre une arme qui pourrait tout changer. Pas le temps de la ramener, des forces martiennes s'emparent de l'arme et tuent votre escouade. C'est lors du défilé annuel de Genève que les armes terriennes de l'Aatis sont piratées pour se retourner contre les vaisseaux de la Terre. Vous, le lieutenant Reyes, tentez d'empêcher tout ça et de désactiver les armes. C'est l'heure de fuir en orbite de l'espace. Mais un vaisseau ennemi nommé l'Olympus Mons débarque avec cette nouvelle arme et rase toute la flotte humaine. Sur les 10 bâtiments de la Terre, fleurons de la défense orbitale, il n'en reste plus que 2. Le Retribution et le Tigris. L'amiral Reigns vous nomme alors capitaine du Retribution et vous demande de gagner le plus de temps possible face aux forces de Mars en attendant de reconstruire la flotte. Ça va être à vous de réussir plusieurs opérations et diversions tactiques pour contrecarrer les vaisseaux et installations martiennes. Après moultes épreuves, moultes missions, une ultime idée pèse à notre capitaine. S'emparer de l'Olympus Mons, aller sur Mars et retourner cette arme laser contre la flotte rouge. Une idée réussie, mais au prix d'un crash sur la planète. Les derniers vaisseaux de la flotte ennemie sont dans cet ascenseur orbital, alors c'est dans un barreau d'honneur que les derniers hommes du Retribution, crachés également sur Mars, foncent vers l'ascenseur, détruire les derniers bâtiments ennemis. Malheureusement, cela a condamné les 760 hommes et femmes à bord du Retribution, dernier vaisseau de l'humanité terrestre. La fin de la campagne se finit, et désormais que ça soit pour Mars ou la Terre, plus aucun mastodonte spatial ne vole pour l'instant. C'était génial! La campagne est forte, poignante et assez simple. Mars et la Terre sont en conflit. Allez tout casser! L'histoire est suffisamment longue pour qu'on s'attache, suffisamment courte pour qu'on s'ennuie pas. Les missions secondaires qui sont purement secondaires sont fun, racontent un vrai truc et pas nombreuses. Et les personnages sont trop bien, ils sont drôles avec Ethan, ils sont attachants avec Ethan, ils sont badass avec Ethan et me font chialer avec Ethan. Et en vrai, tous les autres persos aussi, y a rien à dire. Et que malgré l'espace, le conflit ou autre, l'histoire est bonne, l'histoire est bien racontée. Continuons avec cette mise en scène que j'ai fait que de vous montrer. Il y a des plans dignes du cinéma dans cet opus. Les moments cinématiques sont vraiment propres, et il y a ce qu'on appelle le moment musique, image, son réunis et hyper symbolique. Tout ce que je vous ai montré dans cette campagne aurait pu être vu dans un film à 200 millions de budget. Et puis je le dis, il y a des vaisseaux spatiaux dans Call of Duty, avec des designs chouettes, originales mais sans être extrêmes. Genre c'est pas du Star Wars ou du Halo avec leur DA reconnaissable. Bref, je continue avec ce level design de plus en plus grand, de plus en plus travaillé. Certains levels sont spécifiquement construits pour vos mouvements. Plusieurs hauteurs, plusieurs moyens de rentrer, des murs volontairement mis pour courir dessus. Et c'est très grand aussi. Bon, dans les vaisseaux vous êtes obligé de suivre les couloirs, mais certaines zones sont spécialement conçues pour être bien attaquées, avec plusieurs chemins, plusieurs flancs, etc. La petite reproche, c'est que c'est des grandes zones, ça marche pour 2-3 levels. Bel effort, mais sinon c'est très couloir classique quand même. Parce qu'on est souvent dans des vaisseaux ou des zones plus restreintes. Mais je salue l'effort pour les 2-3 missions. Et puis en dernier, le point le moins bon des 4 avec ce gameplay. Les combats en vaisseau, c'est kiffant. Suffit de prendre la main. Il y a juste ce qu'il faut pour s'amuser et puis on est dans l'espace quoi. Des beaux terrains de jeu pour des bons conflits spatiaux, c'est vraiment cool. De toute façon, toute la DA du jeu est classe. On combat près de la planète, dans des champs d'astéroïdes, sur des orbites. Et puis il y a le gameplay pur. Le shoot qui est pas parfait. Les armes, la DA, belle, originale, mais pas folle à jouer. C'est juste que des fois, manette dans les mains, il n'y a pas le gros kiff à éliminer les ennemis, mais c'est tout. Parce qu'il y a quand même de la nouveauté. Avec des nouveaux modes de grenades, électriques, antigraves, à tête chercheuse. Des combats partout, sur Terre, dans les vaisseaux, dans l'espace. Et je continue de parler juste pour vous laisser de belles images. Car comme vous l'avez compris, je surkiffe ce jeu. Mais je ne suis pas délusionnel non plus. C'est juste que si on prend nos 4 points, l'histoire est belle, avec de grands enjeux et une bonne durée. La mise en scène est bien travaillée et offre de jolis plans. Le level design est simple mais tente parfois des choses. Le gameplay est en dessous mais offre quand même de la nouveauté. Donc malgré le jeu mauvais au global et sa mauvaise sortie, si on prend la campagne pure, ce qu'elle apporte dans le paysage de Call of Duty, elle part en S. Et puis il y a des vaisseaux spatiaux en fait. Bon, en vrai peut-être que je suis d'élu. J'essaie d'être objectif quand même, et oui, objectivement, cette campagne est en S de la tier list. Tier list jugée uniquement sur les campagnes, je rappelle. Et puis comme je vous l'ai dit, trop de double jump tue le double jump.
Il est l'heure d'un retour à un jeu simple. Il est l'heure de Call of Duty World War 2 sorti en 2017. C'est parti, transition Paint. Car il est temps de faire un petit bilan. Et je vais vous afficher ça pendant que je parle, je l'ai fait moi-même, soyez indulgents. Mais vous allez me dire, Bob, certains éléments révolutionnaires sont gardés, certains sont supprimés, etc. Je vante les mérites de faire ces classes dans Code. Certains jeux l'ont, d'autres pas et tout. Pourquoi Black Ops 3 a cet affichage intelligent qui était bien passé, etc. Et je vais vous répondre assez aisément, car chaque jeu est unique. Bien que les studios partagent le même moteur, les mêmes fiches techniques et les mêmes ordres de Activision, chaque opus et son studio restent uniques. Par exemple, pour Infinite Warfare, on leur a juste imposé de continuer à faire du double jump. Le reste, c'est le studio qui s'en est chargé. Et ça donne ce graphisme que vous voyez à l'écran. Des idées fraîches, fortes et uniques, gardées dans l'un, supprimées dans l'autre, remaniées dans celui-ci et ainsi de suite. Et puis surtout que niveau studio, ça va encore. Une année Treyarch, Lost Sledgehammer, et c'est encore d'après Infinity Ward, etc. Avec Raven en studio Dead. C'est plus tard dans les années 2020 que ça va partir en couille et que les studios vont se mélanger dans les sorties. Mais en gros, retenez ceci, chaque jeu est unique. Et une idée révolutionnaire dans l'un ne l'est pas pour autant dans l'autre. Sinon, ça ferait genre Call of Duty Ultime, il y a des choix, des classes, des fins différentes, il y a un double jump, et tout ça dans la Seconde Guerre mondiale, avec 6 personnages jouables différents et 10 véhicules à conduire, partant du Tigre 1 jusqu'aux vaisseaux spatiaux. Vous voyez où je veux en venir. Mais on vient de parler de Infinite Warfare, qui malgré ce que je vous ai dit, a apporté plein d'idées. De temps en temps, ça fait du bien de revenir à quelque chose de plus classique, et c'est ce qu'on va voir avec ce Call of Duty World War 2. Qui malgré ce retour à quelque chose de plus simple, fait quand même de lui un bon jeu. Commençons par le positif, retour au simple, retour au gameplay simple. Avec des armes de la Seconde Guerre mondiale bien travaillées, plus dures à manipuler, tuer un ennemi et, je vais pas dire un accomplissement, on en parlera un petit peu plus dans Modern Warfare de 2019, mais on sent de plus en plus que nos balles ont un impact. Et ça donne une satisfaction à l'élimination et à la progression. Pas beaucoup de balles, pas beaucoup de chargeurs, des fois on doit avancer dans des petites zones où c'est le premier qui tire qui meurt, parce que c'est accompagné de la barre de vie, qu'on n'a pas revu depuis le premier opus en 2003 je rappelle. Prendre une balle fait descendre notre barre de vie maintenant, et seuls les kits de santé nous permettent de se régénérer. Kits de soins en quantité limitée et parfois assez chaud à gérer dans les niveaux de difficulté supérieurs. On peut plus se cacher et attendre que ça passe pendant quelques secondes. Non, là il faut appuyer sur une touche, laisser une animation se faire, qui nous guérit seulement de la moitié de notre santé. Je comprends la volonté des devs de se dire retour à quelque chose de plus concret, de plus fort, voire même de plus symbolique avec cette barre de vie. Deuxième élément de gameplay un peu négatif sont les phases de véhicules qui cassent un peu le rythme. La phase en char, très difficile et pourtant très courte. Les phases de course-poursuite en voiture, pas nécessaires. Les phases en avion qui, bon, c'est rigolo mais ça dure 3 minutes monte en main. Et la phase de DCA, ça va. Je n'ai rien contre ces phases en véhicule, à part me dire pourquoi ne pas faire un jeu exclusivement à pied. Ça aurait été le premier et seul Call of à le faire, mais pourquoi pas? Car les phases que je vous ai citées cassent un peu le rythme du champ de bataille. Dans le sens où dans ce jeu par exemple, dans MW1, la phase en AC-130 marche parce qu'elle est longue, contextuelle et utile à l'avancement dans une mission à part. Dans ce World War 2, ça marche moins car elle interrompt l'action ou le début de l'action. La mission en char, c'est vraiment vous contrôlez le personnage à pied, vous marchez 15 mètres et hop, char. Et puis elle ne sert pas tant le propos que ça. Troisième élément de gameplay que j'ai trouvé chouette et pas inutile, vos potes qui, selon lequel est lequel, vous donnent des trucs. Il y a genre le pote qui te donne des munitions, celui qui te donne des trousses de vie, celui qui identifie les ennemis. Alors c'est innovant, mais j'ai tellement pas d'avis sur cette nouvelle mécanique de gameplay. Dans un sens, je me dis ça t'oblige à rester près de ton escouade et ça t'apporte de l'aide constant. Et dans un autre, faut appuyer sur une touche pour demander, c'est pas très utile et en vrai, bah j'en sais rien, je le souligne juste. Donc bon gameplay, mi-retour au classique, mi-arme fort, engageante avec des combats qui offrent un ressenti de guerre. Et le ressenti de guerre, on va très fortement l'avoir avec la mise en scène. Celle hors des cinématiques, mais celle qui te demande de poser la manette. Vous êtes en course-poursuite contre un train, c'est intense, c'est cool, vous foncez dans le train, et là je vous passe la séquence en entière.
De 1, trop cool. De 2, le budget. De 3, mon jeu a crash juste après. Là, c'est pas en pause, là, juste mon jeu est figé. Non, sérieusement, la physique et le visuel des explosions, c'est tellement amélioré avec les jeux Call of Duty que voir, ressentir, entendre une explosion, c'est vraiment puissant. Ça le sera de plus en plus dans les jeux futurs, et Infinite Warfare l'avait un peu fait avec les explosions de vaisseaux, mais la gestion des explosions est folle. Tellement folle que lorsqu'il y a des attaques de mortier dans la neige, je baisse la tête premier degré. Ça reste moins de mise en scène visuelle, tu vois moins tes potes faire des actions, réagir, avoir de l'interactivité, mais elle est quand même présente dans du visuel. Une explosion, le passage d'un avion, une destruction de bâtiment qui a une physique bien à lui, présent, fort, mais pas omniprésent. Ce qui fait que parfois on va passer d'une scène folle comme une explosion de train à 10 minutes dans les bâtiments à juste combattre. Même si combattre dans les bâtiments a parfois des éléments un peu scéniques, renverser une table, défoncer une porte, ou le plus symbolique de tous, voir l'ennemi se rendre. Le premier jeu à le faire, ça a pas vraiment une importance niveau du jeu, mais ça donne de l'importance niveau histoire, niveau symbole et véracité de la guerre. Guerre qui se ressent avec ce level design. C'est un peu comme l'opus précédent, beaucoup de couloirs, ligne droite, ou suivre les squads, et d'un coup tu as 2-3 niveaux où les devs ont tout donné dans l'espace de jeu. Par exemple, les missions de discrétion. On t'offre une très grande zone, puis démerde-toi comme tu veux, tu dois aller là-bas. Force, on s'appelle bisous. La zone pour aller au train, vous y allez comme vous voulez. La zone du sniper à la fin, aussi grande que 3 niveaux réunis. Et vous prenez le chemin que vous souhaitez, du moment que vous êtes discret. Entrecoupé de niveaux, mais dans la construction, genre le pont, bah c'est un pont par exemple. C'est cool, ça donne un bon gameplay, mais ça reste un pont. Et ça reste des mêmes cœurs, et ça reste des bâtiments franco-classiques. Des folies sur 2-3 levels, mais ça rend bien en level design. Et puis l'histoire, que c'est bien, mais... Votre personnage, narrateur qui parle à son frère et espère retrouver sa femme, c'est bien, mais l'histoire du rêve est assez bateau, puis il parle trop. Vos deux supérieurs qui se tirent la bourre avec votre pote Justman au milieu, c'est bien, mais trop rapide, ou extrême dans les interactions. La quête de la prise du Rhin ou de l'avancement de Paris jusqu'à l'Allemagne, bien, mais ça donne 4 missions de remplissage. Vos potes d'escouade uniques, un peu clichés avec le trait de caractère, c'est bien, mais aucun ne meurt, etc. Le chef meurt, mais sinon les 5 autres sont vivants à la fin de la campagne. Je suis passé d'un jeu où tout le monde meurt, et c'est là tout le symbolisme et l'acte héroïque de la mission, à un jeu dans la Seconde Guerre mondiale, figure de charge d'histoire et de récit héroïque, et tout le monde est vivant comme si c'était une fin heureuse et qu'on avait gagné la guerre en 10 missions. L'histoire, je l'ai aimée. Elle apporte de jolis dialogues, de la vraie cohérence sur le temps de guerre, genre les ordres réfléchis et contestés, le questionnement, la peur, l'alcool, les conflits, les manquements, avec des cinématiques de plus en plus belles. Qu'est-ce que c'est beau! Mais cette histoire a deux assez gros problèmes. Pour un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, avec comme on le sait, World at War en figure de proue de Call of Duty, ça donne ce Call of Duty World War 2, pas si symbolique, pas si fort en émoi, et surtout un jeu court. Actuellement le plus court de tous les Call of Duty qu'on a fait, avec non pas 15-20 missions, mais seulement 11, mais c'est des missions de 20-25 minutes. Donc trop bonne campagne, mais lacune classique de Call of Duty. J'ai aimé, je me suis amusé, mais c'est pas le genre de campagne sur lequel je retournerai dessus directement. J'ai hésité entre A tiers ou B tiers, mais je pense que quand même, pour le nouveau souffle qu'il apporte au paysage code, il mérite sa place en A tiers. D'ailleurs, j'ai pas fait de blague sur ce Call of Duty. Ne vous inquiétez pas, il y en a une sur BO4 qui arrive très bientôt. Parce qu'une page se tourne avec ce Call of Duty World War 2, la fin d'une ère de Call of. Mais pour parler des ères, il faut passer au prochain jeu. Call of Duty Black Ops 4 sorti en 2018, c'est parti, transition, faut qu'on y aille le chercher. Il est là, j'avais bien enterré. Et j'ai trouvé lui derrière, je sais pas pourquoi. Mais vu qu'il a pas de campagne, je vais le renterrer. Et puis on se dit des tiers. Il est l'heure de parler des ères de Call of Duty, car en 22 jeux, il y a eu des périodes creuses et des périodes fortes, donc 5 ères distinctes. Call of Duty 1, 2 et 3, c'est l'ère de la découverte, on en apprend plus sur les jeux, ce que va devenir la licence. Call of Duty Modern Warfare 1, 2, 3, ainsi que Black Ops 1 et 2, donc de 2007 à 2012, c'est l'ère du Prime. Ils n'ont jamais été aussi forts que là, même avec World at War ou MW3. Donc de 2013 à 2018, donc dans l'ordre, Ghost, Advance, Black Ops 3, Infinite, World War 2 et Black Ops 4, c'est l'ère de l'essoufflement, ou l'épuisement en gros. Ça veut dire que oui, il y a des bons jeux, des idées osées, mais on ressent un épuisement dans chaque nouvel opus. De 2019 à 2021, l'ère du renouveau, dont on va parler. Le New Modern Warfare, le Cold War, le Warzone ainsi que le Vanguard, un peu à part, on corrige les erreurs du passé et on fait en sorte que Call of renaisse de ses cendres. Dans le sens où oui, il n'y a pas tant de diff d'un jeu à l'autre ou d'une ère à l'autre sur le papier, mais cette ère du renouveau se marque dans son approche. Assumer le beat de BO4 et faire un meilleur Battle Royale,
assumer le reboot de la saga Modern Warfare et marquer les esprits. Ce qui a marché, mais malheureusement, on en vient à la dernière ère, l'ère de la décadence. Modern Warfare 2-3 ainsi que Black Ops 6-7, déjà premier truc, ça, alors qu'il suffit simplement de voilà. Et pourquoi décadence? Je vais vous le lire. Le reboot de MW2 et 3 sont mauvais et pas appréciés, les multis sont de plus en plus toxiques, de moins en moins de mages en Warzone, la réunification des jeux en launcher général, l'omniprésence des mages pour tout et pour rien, la surskinisation, les jeux se suivent, on peut pas profiter, ce putain de launcher de mort, et le manque de nouveautés multijoueurs. Alors il y a Black Ops 6 qui sauve un peu les meubles, mais nous sommes dans une ère où Call of Duty ne va pas bien. Trop de MW et trop de Black Ops. De temps en temps, il y avait des nouvelles IP qui sortaient quand même. Et c'est pas moi qui le dis, mais nous sommes dans une ère où Call of Duty est en dessous. Et Black Ops 7 a planté un nouveau clou dans le cercueil de Activision. Mais pourquoi? Ou même, est-ce que c'est vrai? Bah restez sur cette vidéo, c'est ce qu'on va voir là tout de suite avec les campagnes. Car nous, pour l'instant, nous en sommes à New Modern Warfare, sorti en 2019, c'est parti. Dans l'ère du renouveau, et même renouveau pour la saga Modern Warfare. On a gardé le même nom que l'opus original, même si je vais l'appeler New Modern Warfare, et cette campagne est folle. Courte, avec plein de défauts, mais folle pour ce qui est du ressenti et du réalisme. Les aventures se passent dans un reboot / monde parallèle. On va retrouver notre personnage de Price, et plus tard d'autres personnages comme Gaz ou Soap, mais c'est pas les mêmes que les Modern Warfare originaux. C'est un reboot de la franchise. Donc pour ce premier New Opus, on reste dans quelque chose de simple, de agréable et surtout de beau. Encore une amélioration du moteur graphique, encore une arrivée de la next-gen. Ce jeu a carrément un onglet à part pour voir les cinématiques, et les cinématiques sont magnifiques. Vraiment, on est au prime du moteur de jeu de Call of Duty. On va prendre assez simplement nos 4 points classiques pour vous montrer l'évolution qu'il y a eu. Histoire, le plus simple, avec une histoire simple. Méchant, traite, gentil, team, enjeu, passé. Tout pour une bonne histoire. Que je ne vais pas vous raconter, déjà parce que c'est galère à expliquer, et puis parce que c'est galère à expliquer. C'est un comique de répétition. Donc, on retourne dans un schéma classique de 2 personnages jouables, personnages qui cette fois-ci parlent, ont une vraie personnalité et des émotions avec qui le joueur peut correspondre. Genre le barbu-roux, moi je l'appelle comme ça, que ça soit sa manière d'être, son implication auprès de Farah, alors qu'initialement c'est un soldat qui suit les ordres, et surtout son sacrifice à la fin, c'est fort et ça change beaucoup des personnages muets qu'on avait. Et c'est le mot de toute cette campagne, l'implication. Le jeu veut t'impliquer émotionnellement et dans son histoire. Si le jeu est triste, tu seras triste. S'il y a des scènes fortes, tu seras forte. S'il a de la peur, tu auras peur. Grâce à 2 choses. Son gameplay, dont on va parler, mais également ses 2 niveaux dans le passé très forts émotionnellement, ancrés dans le réel. Parce que ces scènes du passé pourraient malheureusement coller à la vie réelle, à ce qui se passe dans certaines régions du monde. Vous êtes une petite fille ensevelie par les gravats après des bombardements. Votre père vous prend par les bras et tente de fuir vers sa maison. Une fois à la maison, un soldat attaque votre père. Vous êtes contraint de fuir discrètement avec votre frère, à l'échelle et dans les yeux d'une petite fille, à observer corps, meurtre et la destruction de votre foyer. La seconde mission se passe 10 ans plus tard, avec la même petite fille qui a bien grandi et qui se fait torturer. J'ai d'un côté 2000 blagues à faire et de d'autres 2000 positions politiques à prendre. Qu'est-ce que je fais? Attention les Américains, on est sauvé grâce au pouvoir de l'oncle Sam qui envoie le capitaine Price sauver cette jeune fille nommée Farah. Après moult levels et épreuves et ennemis à combattre, on se défait des opprimeurs ennemis et fin du jeu. Je suis passé vite car la force de ce jeu va être dans son gameplay et level design. Un gameplay ancré au réel. Dans World War 2, je vous ai dit que les balles comptaient, que les balles avaient un impact, ça se ressent beaucoup plus ici. Moins d'ennemis, moins de munitions, mais chaque balle compte, chaque kill est considéré. Les ennemis sont plus forts, plus combatifs et se planquent surtout beaucoup plus. Ce qui fait que généralement les combats et les affrontements vont être de plus en plus tactiques, stratégiques. Ce niveau au sniper dans le désert, vous pouvez rester au sniper loin, tirer sur les ennemis en faisant gaffe à la vitesse du vent, mais vous pouvez très bien rush comme un cingouin. Pareil pour l'ambassade, votre unique but est de tenir, qu'importe comment vous le faites, c'est à vous d'avoir la stratégie pour combattre l'ennemi à votre manière. Et bien sûr, les niveaux d'infiltration, qui sont de vraies scènes à part entière. Vision nocturne, armes silencieuses, vous infiltrez une maison dans le but de tuer toute menace ennemie. C'est ancré, c'est fort, c'est presque réel. Toujours exagéré, américanisé et scénarisé, mais on s'y croirait. On s'y croirait car c'est nos jours, c'est plausible et ça se ressent lorsqu'on tire, qu'on bouge, qu'on se couvre. Il n'y a pas de double jump ou d'armes laser pour suspendre notre incrédulité. En fait, c'est pas tant la guerre que littéralement du contre-terrorisme. Une menace du Moyen-Orient causant des ingérences étrangères dans l'Occident soutenue par un groupe armé terroriste que les Américains veulent absolument traquer, quitte à bafouer les règles internationales. Ça ne vous dit rien? Moi non plus. Il est derrière moi, c'est ça?
avec des sacrés levels aussi. Dans toutes les images que je vous ai montrées, vous avez vu comme c'est grand et agréablement construit. Je vous ai dit que pour Infinite Warfare ou World War 2, que c'est 3-4 levels qui étaient archi bien construits, entourés de niveaux couloirs. Dans cet opus, c'est équilibré. Moitié des niveaux un peu couloirs, mais logiques dans le contexte de l'histoire, une ambassade, une mine ou une maison, logique que ce soit des couloirs, et une autre moitié des levels nous offrant de grandes zones et une grande manière de résoudre le conflit comme on le souhaite. Il faut détruire ces deux hélicos, vous faites comme vous voulez. Gauche ou droite, discret ou bourrin. Faut capturer un boug et il est là-dedans, vous y allez comme vous voulez, c'est très grand et ainsi de suite. Donc des levels conséquents, des levels ancrés et à l'échelle. Pas d'avion, de véhicule ou autre. Cette fois-ci, on est sur le premier jeu à pied. Et le dernier point, la mise en scène que je vais pas aborder au vu de toutes les images que je vous ai montrées. Vous avez vu que c'était une mise en scène essentiellement naturelle ou cinématique, mais pas de grande vision ou de plan symbolique avec notre vue FPS. Mais elle reste quand même là et assez présente surtout. Ce qui est le maître mot de cet opus, ancré par le jeu, par l'implication, par le rapprochement au réel, par la force qu'il veut transmettre. Et par cette bouille. Regardez-moi ces belles petites joues du Capitaine Price, je l'adore, j'en veux un pour Noël. Et j'aime beaucoup ce jeu. Même si, encore une fois, il est trop court, plus court que World War 2 qui était déjà assez rapide. Bref, j'ai beaucoup réfléchi et hésité, mais grâce à ce qu'il est et le renouveau d'une ère pour Call of Duty, ce jeu va en A de la tier list. Un renouveau du côté d'Infinity War et de la saga Modern Warfare, il est temps d'un renouveau pour Treyarch de l'autre côté, qui quitte le futur double jump de mort pour retourner à la période qui a fait la renommée de Black Ops, la guerre froide. Avec ce Call of Duty Black Ops Cold War sorti en 2020, c'était parti. On a vu avec le jeu précédent ce qui était du contre-terrorisme. Nous allons voir avec ce Cold War ce qui est du contre-espionnage. Donc comme on l'a dit, de retour à la guerre froide dans un jeu bourré d'idées. J'ai pas d'idées bonnes, j'ai pas d'idées mauvaises, j'ai juste dit des idées. Comme vous vous rappelez, Black Ops 2 avait ses idées uniques à lui qu'on n'avait jamais revues. Et ben on en revoit dans ce Cold War. Et honnêtement, je vais pas citer mes 4 points habituels pour cet opus, mais plutôt vous énumérer 3 gros défauts et 3 qualités à ce jeu. Qualité numéro 1, les choix. Plein de petits choix seront disponibles au cours de cette campagne, que ce soit des choix de dialogue, qui aura conséquences pour la suite, des choix pour notre personnage, qui nous donnera des stats, des choix de missions, avec des missions optionnelles mais couplées à des énigmes, des choix aussi sur la fin du jeu. Genre tous les choix précédents nous permettent juste d'avoir un dénouement de fin de jeu unique et nous racontant l'histoire. Mais à la toute fin du jeu, après que votre personnage fut torturé pour des informations, vous pouvez soit trahir votre team, soit dire la vérité. Et ça donne 2 missions distinctes, le choix ultime. Genre ça veut dire que c'est la première fois qu'il y a une mission que vous ne jouerez pas. Mais je vais être honnête, la fin mauvaise où vous trahissez vos potes est là juste pour être un FDP et n'est pas canon à l'histoire. Et c'est vraiment une fin alternative de connard. Vous trahissez et tuez votre team. Genre vous tuez Wood, Mason, perso j'ai trouvé ça horrible. Mais ça en ne détonne pas moins une qualité et idée unique à l'opus. Sauf que défaut numéro 1, votre personnage est muet. Et tous les dialogues que vous choisissez sont muets. Ça décrédibilise les actions. Vous jouez Belikov, il parle, il a un caractère et compte trahir sa patrie. Cette saison, je sourirai même au peloton d'exécution. Par contre, dès qu'il y a une sélection de dialogues, on n'entend plus sa voix, on ressent moins l'implication. C'est pareil pour tous les personnages que vous contrôlez. Que ça soit votre personnage principal, qui a un choix de genre, donc je comprends, mais tous les personnages avec dialogue ou que vous jouez manette en main deviennent muets, c'est relou. Qualité numéro 2, un jeu calme. Vous avez un hub pour reposer l'esprit, vous avez la mission de Belikov pour reposer l'intensité, vous avez les infiltrations comme dans le triangle soviétique ou à Berlin-Est pour reposer du combat précédent. C'est un jeu qui se permet de prendre le temps. Ce n'est pas constamment rempli d'action ou de baston étant donné que le contexte de l'histoire, qui est contrer un ennemi dans l'ombre façon contre-espionnage, ça laisse plus de calme au temps, au dialogue, aux explications et aux enquêtes. Vous pouvez passer 2 heures à juste lire les preuves, les énigmes et autres avant de vous relancer dans une grosse mission d'envergure. Sauf que défaut numéro 2, 7 missions d'action pure. 7. Plus 2 optionnels et 4 d'infiltration, mais 7 missions d'action. Première grosse cause de la perte des qualités des campagnes, leur durée est de plus en plus courte. Le jeu est calme, il y a plein de dialogues, mais vous pouvez boucler le jeu en 3 heures montre en main. Alors je dis pas, les 7 missions sont cool, uniques et assez longues, on est plus sur les diptyques de missions de l'époque ou sur des grosses missions à rallonge, mais une campagne c'est un équilibre, pas trop longue, car c'est pas un RPG, pas trop courte, parce qu'il y a quelque chose à raconter. C'est un équilibre entre raconter une histoire et jouer la dite histoire. Qualité numéro 3, les missions de révélation, qui justifient à elles seules une très grande qualité à ce Cold War. Votre personnage, Bell, est un allié à Adler et tente de stopper Perseus le méchant. Mais en fait, vous comprenez que après coup, vous étiez une ancienne alliée de Perseus, qui a été capturée, le cerveau lavé, et implanté de faux souvenirs pour tenter de le combattre. Et comment se fait cette révélation que j'ai galéré à vous expliquer? Par ce niveau de la porte rouge, ultra bien construite, où l'on comprend qu'on joue des scénarios dictés, où il y a plusieurs chemins empruntables, où l'on doit écouter une voix et on n'est pas obligé d'obéir. À la bifurcation des ruines, tu as emprunté le chemin de gauche
gauche plus fréquentée. Cette histoire de porte rouge, avec des plans presque horrifiques à composer, le couloir de l'infini, la porte qui s'éloigne, les choses figées, etc. C'est un des meilleurs niveaux de tous les Call of Duty réunis. La bonne durée, le bon gameplay, mais surtout la révélation de votre personnage, tourné comme quelque chose d'angoissant et horrifique. Et bien expliqué, parce que ça aurait pu se perdre dans des explications de l'infini, mais non, c'est bien fait, c'est hyper cool. Sauf que, défaut numéro 3, je suis pas fan des hitmarks quand on touche les ennemis. Rien à voir avec le défaut. Juste voilà, quand on voit le ancré du jeu précédent, et que là il y a une grosse croix et un bruit strident quand on tue les ennemis, je trouve pas ça très ouf. Allez, vrai défaut numéro 3, c'est que, étant donné que Adler et Bell sont les personnages principaux de ce Cold War, ça met un peu Woods et Mason au second plan, voire au comic relief. Puis Hudson est mal impliqué, puis Sims et Lazare, j'ai pas compris leur utilité. Je reprends le comparatif avec Modern Warfare d'avant. Il y avait 4 personnages uniques, attachants, qui avaient chacun leur raison de se battre, même si ça pouvait être en contradiction entre eux. Là, dans ce Cold War, on se retrouve avec 7 persos, pas spécialement potes, pas spécialement attachés, ni impliqués, ce qui oui, met Adler au rang de perso badass et principal, mais sans trop voir les autres. Le choix de la villa entre sauver l'un ou l'autre, je sais pas trop à quoi il sert en vrai. Bref, c'est un petit défaut sur les personnages, mais rien de conséquent. Il n'y a pas tant cette préoccupation à la mise en scène ou au level design dans cet opus. Le gameplay est somme toute classique. C'est pour ça que je préfère vous parler des points négatifs et positifs. Et la raison est simple, ça aurait pu très bien être un Call of sorti à l'époque de 2010-2015. Hormis le moteur et les cinématiques, ce n'est pas un jeu révolutionnaire comme son précédent, c'est un jeu qui revient au basique. Il le fait très bien, mais il est basique dans les 4 points. La mise en scène simple avec quelques idées, un gameplay simple, une histoire cool mais basique également, et un level design bien travaillé malgré la campagne courte. Alors oui, dans les airs qu'on a fait, c'est un renouveau, car Contagion, car le zombie, car le multi de fou furieux, mais en ce qui concerne cette campagne, ça sera bêtière. Pas moins, grâce à la mission Révélation et son époque guerre froide bien travaillée, mais pas plus à cause des dialogues, de la durée de vie et des personnages. Ça reste à ce jour le Call of Duty sur lequel j'ai passé le plus de temps en multi. Il est temps de passer à un opus que je sais pas. C'est la toute première fois de ma vie que je vais jouer à Vanguard. C'est le seul Call of Duty que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc Call of Duty Vanguard sorti en 2021, c'est parti, transition, on se rapproche de la fin, non ? Au moment où j'écris ces paroles, je viens de finir la campagne de Vanguard pour la première fois. Et c'était pas bien. Faut que j'explique. Où d'un côté des idées fraîches, novatrices et bien inscrites dans la diégèse du jeu, et de l'autre une facilité scénaristique, une durée de vie aux fraises et d'un ennui profond. Prenons les 4 points dans le sens inverse, tiens. Une campagne toujours trop courte, le jeu se cache même plus d'être court, c'est 9 niveaux que vous allez jouer et 9 cinématiques que vous allez regarder. Donc bon, si je veux mater un film, je vais au cinéma déjà, et après je dis pas, les cinématiques sont magnifiques, le moteur est au max, mais 9 niveaux. Donc j'en reviens à ce que je disais. Par contre, chaque level est unique et chaque level respecte la grandeur. Vous voyez quand je vous ai dit dans les niveaux de avant, on a beaucoup de levels basiques entourés de 2-3 bonnes idées. Bah dans ce Vanguard, bonne chose, les 2-3 bonnes idées sont dans tous les levels. Premier level, avec ce double train en mouvement, on peut sauter de train en train et prendre n'importe quel chemin. Second level, on débarque en France et les champs sont grands, étendus, on peut s'y balader comme on veut. Troisième level, on doit prendre d'un saut un bureau de poste et en fonction de comment on joue, on se croirait dans un film. Sixième level, avec Paulina, on doit affronter des snipers d'immeuble en immeuble. Je continue, mais genre level des îles japonaises, discret dans une immense zone où votre but sera de retrouver votre pote. Je vais pas tous les faire, mais tout ça pour vous dire que oui, là j'ai ressenti un travail de level design. Pas forcément agréable, mais avec 1-2 idées qui vont rendre le level unique. Je vous le dis d'office, le jeu sera 7ème. Cependant, il y a 2-3 choses à dire qui sont quand même positives. Niveau mise en scène, c'est pas mal, car c'est une mise en scène d'extérieur, qui se passe autour de vous sans que vous ayez à le regarder. Si vous regardez vos alliés sur l'assaut du train, si vous regardez les habitants faire leurs actions dans les rues de Stalingrad, vous y verrez des choses concrètes. Aucun personnage n'est inutile ou ne fait rien. Si vos alliés attaquent, vous les verrez, etc. Et surtout de belles scènes de fond, des champs de bataille, d'attaques d'avions, de DCA, comme ce qu'on voyait à l'époque de World at War, on avait 1001 choses qui se passaient en fond, avec les moteurs d'aujourd'hui, genre la gestion du feu. Alors oui, on a parlé du fait que visuellement, les explosions dans Call of Duty avec le temps, c'était masterclass. Mais la physique du feu avec les lumières, c'est magnifique. Et donc, de bonnes cinématiques, de jolis levels, couplés à de jolis tableaux. Ça, c'est ce qui est pour du positif. Maintenant, place au négatif, voire à l'inutile. Parce que comme on l'a vu avec les Black Ops, avec Infinity War et autres, on peut avoir des idées, des choses nouvelles par rapport aux opus précédents, mais sans pour autant que ça soit inutile. Par exemple, l'histoire nous fait jouer une escouade d'élite, de 6 personnages qui deviendra 4 personnages uniques, avec plus que un trait de caractère ou de personnalité. 4 personnages qui ont leur passé, et ces missions qu'on va jouer dans le passé des 4 persos, donc Kingsley, le leader ayant combattu au débarquement. Il faut le vivre pour comprendre. Moi, j'ai compris. Le jour du débarquement. Paulina, la russe à Stalingrad. Ça. Ma petite Nightingale.
celui qui pilote des avions dans le Pacifique. Voilà que la guerre du Pacifique en dépend. T'inquiète, Hernandez. Je suis né pour ça. Eh ben, pas moi. Et Riggs, l'Australien qui a combattu au Maghreb. Et c'est ces missions qu'on va jouer. Comment ont-ils combattu l'ennemi, quels sont leurs passés et quels exploits ont fait en sorte qu'ils soient recrutés dans cette escouade d'élite à la fin. Cependant, pardon je le crie, aucun avancement scénaristique du présent. Jouer le passé nous donne aucun dénouement, et du coup tout ce qui se passe dans les geôles, le plan raconté par Kingsley genre en mode 2000 IQ alors qu'à la fin juste on s'échappe, jouer le passé est bien pour raconter une genèse, mais là nous jouons que le passé, comme si l'histoire au présent se résume en 2 missions et 2 cinématiques. On attaque un train, on se fait capturer, on s'évade, on tue le méchant principal. Tout le reste n'est qu'en soi du remplissage. Je vous le dis ici, Call of Duty Vanguard n'a rien à raconter, alors qu'il aurait pu raconter mieux. Une escouade d'élite dans la Seconde Guerre mondiale aurait pu donner 1000 histoires invraisemblables. Mais non, nous jouons juste un épisode quelconque enfermé dans une prison. Restons avec nos personnages. Nouvelles idées, caractère unique, mais également gameplay unique et nul. Kingsley peut donner des ordres, c'est bien, mais on s'en sert max 5 fois et les alliés avancent dans tous les cas. Paulina peut escalader les murs. C'est marrant, mais c'est que dans des scènes scriptées ou des chemins scriptés. Il y aura une seule fois une zone semi-ouverte où vous pourrez vous en servir. Wade a la capacité de voir les ennemis et une visée automatique. Ça peut servir, mais le cooldown dure 1 minute et la visée automatique marche à moitié. Riggs peut porter plusieurs types de grenades et les lance à la perfection. Lui, il est bien en vrai, mais je me sers déjà pas des grenades quand j'en ai 2, alors m'en donner plusieurs types de celles-ci, bon. C'est une idée, c'est nouveau, c'est unique, mais ça pue sa grand-mère sur le papier. Et puis le gameplay au total est bof, voire même ennuyeux. Et pourtant c'est rare de s'ennuyer dans un Call of. Mais juste que nous sommes à la Seconde Guerre mondiale avec des armes de la Seconde Guerre mondiale 3 fois moins bien travaillées que World War II. Moins le feeling, moins le kill fort, moins le symbolique. Le retour des hitmarks pas fous et presque des injustices dans le jeu. Ah l'ennemi te charge, tu peux rien faire, t'es mort. Ah celui-ci est planqué, tu l'as pas vu, t'es mort. Ah on te dit d'avancer mais le dialogue arrive après que t'avances, donc t'es mort. Le shoot, à part celui au sniper, est ennuyant. Le poids de votre perso est augmenté, la recharge des armes est très longue et le système de munitions. Nouvelle idée, on ramasse des munitions sur l'ennemi ou dans des boîtes, mais pas complètement non plus. Cependant, c'est quoi ce que je disais juste avant là ? Plus sa grand-mère. Ah oui, petite note spéciale à ce niveau en avion, qui est un des pires niveaux en véhicule que j'ai jamais joué. Donc oui, résultat, il s'agit du premier opus où je me suis véritablement ennuyé, parce que je jouais du passé avec des dénouements prédéfinis, parce que les phases de pur shoot sont lentes, parce que les personnages, je ne m'y suis pas attaché. Et pourtant, je ne dénote pas moins des qualités intrinsèques à ce jeu. Il y a une certaine audace, une audace des personnages uniques, une audace sur quelques idées qu'ils ont voulu donner. Mais ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. J'aurais aimé m'attacher à cette escouade, mais pour cela, il m'aurait fallu plus que 2 missions avec l'escouade au complète. J'aurais aimé comprendre un peu plus l'histoire côté allemand, mais pour cela, fallait pas autant que ça soit aussi cryptique. Pour vous dire, je me suis presque attaché à ce gars-là, là, Richter, genre on sent que les événements dépassent et sa mort est assez forte. Bon, je vais pas me faire des copains avec cet opus, car je peux comprendre un certain attachement global. Mais malheureusement, hormis les idées et le scénario, c'est surtout un jeu sur lequel on se lasse, on s'ennuie avec un gameplay pas fou. Pour moi, il s'arrête à la frontière du C de la tier list. Et je pense qu'il lui manquait pas grand-chose pour être un joli A de la Seconde Guerre mondiale comme le fut World War II. Au moins, c'était la dernière fois qu'on voyait autre chose que Black Ops ou Modern Warfare. Car le jeu suivant nous renvoie du côté du Capitaine Price, dans la suite directe de New Modern Warfare, avec ce Call of Duty New Modern Warfare 2 sorti en 2022. C'est parti, transition, je verrai au montage, j'ai la flemme. Bon, c'est là où, comme à l'époque de MW3, en 2011, je vais avoir peur de me répéter, parce que c'est quasi Modern Warfare de 2019, avec quelques petits ajouts, mais rien de conséquent. Et ça se trouve, ça va durer 2 minutes. Surtout que après c'est également Modern Warfare 3, et ça va être la même chose. Parce que ce jeu, c'est même chose et petits ajouts. Gameplay, même chose et petits ajouts. Mise en scène, même chose et ajouts. Et ainsi de suite. Donc parlons de ces petits ajouts quand même, genre gameplay, même chose. A priori les mêmes armes, le même feeling de shoot, très épuré, très fort, mais quand même moins bien. Je ressens pas ce côté kill de la mort qui tue comme à l'époque du premier opus. Mais petit ajout, on pilote un AC-130 dans 2 missions comme à l'époque de 2007, mais cette fois-ci ultra puissant, les armes se font ressentir et on voit beaucoup mieux les actions. On escalade les murs de building comme en 2013 avec ce Ghost où l'on doit éliminer moult ennemis discrètement. On doit guider notre pote Ghost en sélectionnant divers chemins comme en 2019 avec le premier Modern Warfare et surtout principalement une mission sur 2 on doit être discret. Les scènes de pure action se comptent sur les doigts d'une main. Prendre d'assaut un bâtiment, passer une frontière, fuir une ville, infiltrer une prison, toujours, tout le temps dans une discrétion. Donc un gameplay d'inspiration, oui, des jeux précédents avec des petits ajouts, mais un gameplay un peu en dessous. Et également une mise en scène un peu en dessous.
il y en a vraiment pas beaucoup. De temps en temps, une explosion en fond, ou un pote qui fait une action, mais sinon la mise en scène extérieure, la mise en scène invisible, comme je l'appelle, on la voit pas. Il y a un truc ou deux que j'ai trouvé rigolo, genre à un moment tu combats la tête à l'envers, ça donne une certaine difficulté, mais même les cinématiques sont assez bof en fait. Je comprends l'idée de mettre des gigas cinématiques magnifiques, mais certaines par rapport à l'histoire ne racontent pas grand chose. Donc sur le papier, j'ai l'impression que c'est un jeu un cran en dessous du premier New Modern Warfare qui était en A tiers. Ce qui veut dire que ce MW2, par conséquent, sera B tiers, un cran en dessous. Sauf que, le level design de zinzin. Et là, je vais devoir parler niveau par niveau. On attaque des docks en discret dans une zone grande, ouverte, où l'eau permet de nous cacher. On se balade dans les montagnes à flanc de falaise poursuivi par l'armée mexicaine, ou un des plus grands niveaux possibles avec ces docks en Espagne, nous offrant la possibilité de jouer comme on veut. Plusieurs grenades tactiques, plusieurs moyens d'avancer dans une immense zone. On poursuit un convoi dans une très longue route avec la particularité de sauter de véhicule en véhicule, de voler et de conduire des voitures, et tout ça dans une chier d'explosion. On attaque un bateau qui tangue et du coup les conteneurs et autres caisses tanguent aussi, nous obligeant à esquiver et se déplacer constamment. On se balade dans les rues de Amsterdam 2 jours pour tenter de capturer un VIP. On doit jouer au feu au garde du corps dans une maison archi gardée à la Hitman, et la dernière, on doit rester discret et rejoindre une église sans armes, blessé, avec une nouvelle mécanique, le craft. Pas très bien fait, mais j'ai trouvé l'idée assez agréable. Peut-être pas le mot. Devoir fabriquer ses propres pièges ou armes pour continuer d'avancer discrètement. Alors oui, le gameplay et la mise en scène sont en dessous, même si les petits ajouts qu'il crée ont quelque chose d'un peu cool sur le moment. Mais par contre, le level design, sans déconner, est trop bien. Une disparité des niveaux, des tentatives osées, et une sorte de Modern Warfare plus Ghost, plus tous les jeux de Infinity War au complet, dans une version plus ultra. On retrouve des traits de Ghost avec la plateforme pétrolière et le building, des traits de MW1 avec la C130, des traits de MW2 et 3 avec l'histoire, Shepard et les captures, et des traits de l'opus de 2019 avec ce gameplay épuré. En fait, il est en même temps meilleur et en même temps moins bon que son premier opus. Meilleur par les nouvelles idées, le level design, etc., mais moins bon par le ressenti, le gameplay et l'histoire. Histoire qui ne m'a laissé ni chaud ni froid, à cause de deux choses. De un, les dialogues. Certains dialogues, certains personnages qui parlent, c'est le néant absolu. Il y a même quelques passages où on te laisse choisir le prochain dialogue, en plus de pas être utile, les choix sont également pas fous. Et il y a vraiment des interactions entre personnages qui puent leur mort malheureusement, et d'autres qui sont aléatoires. Le personnage de Valeria, j'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou si je la déteste. Et on a évité le bain de sang. Le personnage de Alexandro, à cause de sa manière de parler et d'exposer les choses, j'ai cru que c'était un trait carrément. Et la seconde chose, les enjeux. 4 missions pour capturer Hassan, le méchant, tout ça pour le relâcher. Une coalition entre l'Iran et le cartel, sans les 3 milliards d'incidents diplomatiques qu'on a causés. Tout l'arc de LC nombré au global qui donne de belles missions, mais les enjeux sont en dessous. Oui, c'est assez plaisant, bien que très prévisible, la trahison de Shepard et de Graves, même si sur le moment ça m'a fait un coup quand même. Johnny, faut le camp d'ici. 100, cours. Attrapez-le, vite. Oui, de revoir Farah quelques secondes, ça fait plaisir, mais étant donné les enjeux, pourquoi elle nous aide pas au global? Oui, l'idée des 3 bombes sur le papier, ok, mais ça rend 50% des missions inutiles. Tout l'arc avec Ghost et Soap au début, c'était long. J'ai vraiment du mal à raconter les scénarios à chaque fois. Ça fait la crête de Soap en fait. Donc, autant, si vous vous souvenez, Advanced Warfare était mitigé entre ce qu'il apporte et ce qu'il régresse. Ce MW2 est mitigé entre sa simplicité par rapport au jeu d'avant et ses quelques nouvelles idées quand même stylées. Car oui, je suis négatif à cause de l'histoire ou de la mise en scène, mais level design, craft, véhicule et quelques idées ici et là donnent quand même un bon jeu. Un bon jeu sur lequel je vais tourner en rond si je continue d'en parler, donc en vrai, je peux pas le mettre en B avec tout ce qu'il apporte, donc je le place en A de la tier list. Mais A-, petit A. A, mais tu restes caché dans un coin. Et nous allons rencontrer le problème de MW3 qui vient directement derrière. Pas d'espace entre les jeux et leur histoire. Et après tout ce qu'on vient de dire et d'énumérer dans ce New Modern Warfare 2, ça va être compliqué de passer directement au 3e opus là. Mais bon, place à Call of Duty New Modern Warfare 3 sorti en 2023. Les jeux se suivent, donc moi aussi je fais pas de transition. Bon bah en fait y a rien qui va. J'ai surestimé cette campagne de Modern Warfare 3, j'ai surnoté cette campagne de Modern Warfare 2. C'est mon côté trop optimiste, mais ce jeu est une succession de mauvaises idées. Et on a dit qu'une idée peut être bonne ou mauvaise, mais ça reste une idée. Mais là, dans cet opus, il y a rien qui est bien. Des anachronismes, des personnages qui reviennent d'entre les morts, du gameplay saugrenu et aucune, je dis bien,
aucune scène marquante. Je vous le fais comme je l'ai découvert. On commence avec cette première mission, on atteint une prison, on libère le personnage de Makarov. À ce moment-là, on se rend compte qu'on joue les méchants, c'est pas mal, et hop, mission d'après, on va du côté de Farah. Alors déjà, lui, il est mort. Tu peux pas être mort un jeu, revenir le jeu d'après, puis passer au rang de personnage tertiaire comme ça. Et puis on rentre dans la pire idée de tout Modern Warfare 3, les niveaux open world, ou comme ils appellent, les niveaux de zone de guerre ouverte. Voici la pire idée. Parce que oui, sur le papier, vous allez me dire que l'idée est pas mal et je suis d'accord avec vous, mais c'est si mal exécuté. On arrive dans une grande zone ouverte avec des groupes d'ennemis un peu partout. Alors on peut y aller discret, prendre des armes silencieuses et avancer petit à petit, ou y aller en bourrin, ça dure 3 fois moins de temps et ça n'est pas plus difficile. Rien ne change à la manière dont on va avancer. Les objectifs sont d'une simplicité, point A, point B. À quoi ça sert de m'offrir une si grande zone si c'est juste pour faire 2 allers-retours? Sur le papier, 70% de la zone ouverte est inutile. Je reconnais que l'idée est là, mais c'est mal fait. Les zones sont pas très bien construites, pour à peine 2 objectifs ennemis. La zone de guerre ouverte du barrage, c'est un barrage en longueur. Ça n'aurait pas été plus simple de juste faire un niveau grand et classique? La seule zone ouverte qui a à peu près de la gueule, c'est la zone du réacteur nucléaire, mais malheureusement, elle dure 5 minutes et te demande juste d'aller péter 3 hélicos, même pas si loin. On se retrouve avec 6 niveaux comme ça, mal justifiés et mal utilisés. Et pourtant, je le redis, j'ai à peu près compris ce qu'ils voulaient faire. On sent avec le niveau de l'immeuble qu'ils voulaient un truc avec plein d'accès, plein d'idées, plein de solutions, et finalement, c'est à moitié linéaire. Le jeu d'avant, je vous ai parlé de prouesse de level design, et ce jeu-là, il n'y a pas un niveau pour rattraper l'autre. Car oui, c'est des levels jolis, bien construits ou autres, mais il y a toujours un truc pour être relou. Le niveau du bunker, archi stylé, très grand, mais le radar d'affichage des ennemis s'arrête après 30 secondes, t'obligeant à chaque fois de rallumer le drone. Le niveau d'infiltration de Laswell ne laisse aucune place à quelconque initiative. Tu dois faire tout ce qui est dit et écrit dans l'ordre, sinon tu recommences, suffit qu'un garde te voit une seconde de trop et c'est fichu. Le niveau du stade avec les 3000 civils qui courent partout suffit à peine que t'en effleures un pour recommencer le point de contrôle, et pourtant j'ai un peu capté l'idée, mais c'est mauvais. Alors je reprends dans nos 4 points. Le gameplay n'a pas changé, mais littéralement pas changé. La mise en scène est inexistante, à tout vouloir axer sur les cinématiques, il n'y a aucune scène en jeu dans le moteur qui nous en mette plein la vue. Le level design est une aberration par rapport au jeu précédent, car ils ont voulu tenter des trucs originaux, mais qui ne marchent pas du tout. Et en plus, les meilleurs niveaux du coup sont ceux qui sont un peu plus basiques, genre la fin dans les métros de Londres avec l'ambiance des tout premiers opus, ou le niveau dans la neige jouant sur le brouillard qui donne 4 fois plus de cachet que tout le reste de la campagne. Et le 4e point, l'histoire. C'est mauvais. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est mauvais. Tentons des exemples. À la fin de l'opus de 2019, on te fait un teasing sur un certain fils de Zakhaev. Peut-être, je l'ai jamais vu. Le personnage de Alex avait un sacrifice noble, et non un personnage tertiaire qui revient comme si de rien n'était. La capture de Makarov, on te dit 3 fois que ça faisait 6 ans qu'il est en prison, tout ça pour que ça soit écrit 4 ans plus tôt dans la mission Flashback. La compagnie Shadow et le général Shepard, je peux même pas en parler. Et en fait, le problème est plus profond que ça sur le scénario. Un reboot avec les mêmes personnages, plus d'autres en moins et d'autres en plus. Vous n'étiez pas capable de faire quelque chose d'original? On remet Soap encore une fois, on le refait tuer, on remet Shepard et il trahit encore. C'est pas un reboot, il y a plus d'efforts. Makarov, c'est pas le même que le jeu de base, et en même temps c'est le même, et en même temps il ressemble à Charlie Kirk. Un reboot inutile, car j'ai l'impression qu'il y a juste une volonté de mettre les personnages qu'on a aimés un peu à l'époque, mais c'est pas les mêmes. Un reboot mal exécuté. Par exemple, Ghost. Tout le monde voulait apprendre un peu plus sur Ghost. Rien. Je pourrais continuer éternellement à vous faire une liste de choses qui ne vont pas dans cet opus, mais je vais m'arrêter là et d'office aller le foutre en 7e. Pas car même si c'est des mauvaises idées, ça reste des idées, et le gameplay ne change pas, et qu'initialement le gameplay était pas mauvais, mais le jeu m'a saoulé plus qu'autre chose avec son histoire et son level design. Bref, on vient de voir avec ce Modern Warfare 3 que oui, ça a merdé, que oui, il y a une chute des campagnes de Call of Duty. Mais où est-ce que ça a merdé ? Pour moi, c'est à New Modern Warfare de 2019. À ce moment-là, les campagnes se sont épuisées. Je vous mets du gameplay et je vous explique. On a vu avec les airs, et je rappelle que les airs parlent de tout le jeu, pas uniquement des campagnes. On a vu que l'ère de l'épuisement compte des fans. Je connais des gens dont Ghost est le préféré, dont Advanced est le préféré, dont Infinite est le préféré, comme moi par exemple. Cette ère de l'épuisement compte quand même des fans, des gens qui attendent un Ghost 2, un AW2 et autres. Et là est la chute, à New Modern Warfare qui fut un très bon jeu. Mais personne aujourd'hui dit « Ma campagne préférée c'est Cold War, ma campagne préférée c'est New Modern Warfare 1, 2 ou 3, ma campagne préférée c'est Vanguard ». Car je rappelle que dans cette ère du renouveau des jeux au global, Modern Warfare est reparti de zéro, Cold War est retourné dans le passé, et Vanguard a déçu plus qu'autre chose. Et c'est là où je veux en venir. La chute des campagnes est là où le ratio temps-plaisir n'est plus.
Est-ce que je me suis amusé par rapport au temps que j'ai consacré, par rapport à l'histoire qu'on m'a racontée, aux idées que j'ai découvertes? L'ère du renouveau l'est par les campagnes et par les activités autour, donc en soi ça va. Mais l'ère de la décadence, 2022-2026, ces nouveaux Call of dont on parle et dont on va parler juste après. Je ne connais pas ces jeux avec une grande fanbase comme à l'époque du prime de Call of Duty. Personne dit mon Call of Duty préféré en all time, c'est New Modern Warfare. À cause de ce ratio temps-plaisir, les campagnes deviennent de plus en plus courtes, de moins en moins révolutionnaires, toujours mis au second plan derrière le multi, le zombie et maintenant le Battle Royale. On n'achète plus un Call of Duty pour sa campagne et ensuite on fait les activités. On achète un Call of Duty pour les activités et ensuite on s'aperçoit qu'il y a une campagne. Et de mettre tout ça au second plan, ça fait chuter leur qualité, leur temps de jeu, leur fanbase. Alors oui, cette ère de la décadence l'est parce qu'Activision fait de la merde, les mauvaises matchs, les launchers, les studios emmêlés, mais également à cause de ses campagnes. En soi, New Modern Warfare 1 et 2 devraient être bêtières à reconsidérer, à cause de ce ratio temps-plaisir, histoire, nouveauté qui n'est pas digne d'un MW2 ou d'un Black Ops de l'époque. Et ce ratio machin truc, on va pouvoir le démontrer avec le dernier opus qu'on va faire ensemble. Call of Duty Black Ops 6, sorti en 2024, c'est parti. Qui est un parfait exemple de la campagne au second plan, voire optionnelle. Cette campagne est folle et pourtant c'est la campagne moyenne par excellence. Pourquoi folle? Pourquoi moyen? Commençons par le moyen, toujours dans les idées saugrenues. Toujours une histoire en multiples personnages, dans un esprit guerre froide avec des armes nucléaires ou biochimiques à aller contrer. Toujours avec votre personnage principal muet et en même temps chaque personnage qui a un dialogue à choisir, y a pas de voix. Avec quand même des dialogues un peu plus conséquents. Ou avec une vraie finalité. Toujours un gameplay inchangé, avec cette fois-ci beaucoup de mini-jeux dans le jeu entre gros guillemets, genre du crochetage, jouer avec la lumière UV, des milliers de QTE partout. Mais le shoot n'a pas changé, bien qu'un petit peu amélioré. Même si le peu de phases en véhicule ne marche pas et que le sac à dos à grenade, je n'ai jamais pu m'en servir. Toujours une mise en scène dans les cinématiques plus que dans le jeu. Même s'il y en a dans le jeu, les cinématiques restent quand même devant. Et un jeu mid au global. Si les deux éléments les plus importants, soit le gameplay et l'histoire, sont moyens, la note globale le sera également. L'histoire est scalée, je dis pas, mais encore une fois, la CIA, encore une fois, un groupe paramilitaire privé, encore une fois, des traites, des agents doubles, des armes biochimiques et une menace sur les États-Unis. Une histoire qui fait très redite à celle de Cold War. Par exemple, l'infiltration au gala de Clinton. C'est poussif, c'est long. À toujours vouloir faire du Hitman, on se retrouve avec du Hitman. On arrive au gala, on a plusieurs moyens d'obtenir l'objectif, alors on le fait, on suit la minimap et fin. C'est joli et tout, mais bon, Call of, c'est de la guerre de base. Call of, c'est des nichons et des armes à feu. Peut-être pas le premier, je suis d'accord, mais toujours trop d'infiltration et de discrétion. C'est pareil avec le niveau du casino. Graphiquement, c'est magnifique, mais 50% du niveau consiste soit à marcher tout droit, mais discrètement. Le seul niveau discret qui est à peu près pas mal, c'est celui de Vorkuta, car on a vraiment 3 cibles avec 3 moyens de résoudre le problème, chacune dans leur zone, une solution qui peut être réglée juste en parlant et regardant autour. La construction globale est faite pour ce type de résolution dans ce niveau. Et dernière chose, le truc qui m'a fait le plus tiquer, ce hub, cette maison, cette villa de mort. Le système d'argent et d'amélioration, ok, même si ça t'oblige à fouiller comme dans un RPG dans chaque recoin des levels, mais la maison en elle-même, déjà, il y a pas de toilette, tu peux visiter l'intégralité de toute la maison, de toutes les portes, aucune toilette, puis à ce que j'ai compris, il y a des easter eggs, des zones cachées, des trucs à découvrir, des énigmes en tout genre, flemme plus pas lu, plus pas le temps. Le concept d'un hub dans une campagne couloir de 6 heures, j'ai jamais compris. On joue pas un RPG, alors à quoi sert un vrai hub? À part pour la mission de fin de défense, c'est inutile. Et pourtant, malgré ce moyen, Black Ops 6 possède 3 niveaux qui sont parmi les meilleurs niveaux de tous les Call of. Niveau 1, l'Open World en Irak. Black Ops 6 a compris le problème des zones ouvertes de MW3. Il n'y avait rien à faire dedans si ce n'est l'objectif. Là, dans ce niveau Open World, ça n'est qu'un niveau, ça ne dure pas longtemps, et pourtant ça a toutes les cartes d'une bonne zone ouverte. Plein d'objectifs affichés partout, une belle carte, un moyen de transport rapide, et tout est optionnel. Vous pouvez directement aller faire les 3 objectifs principaux, c'est à côté et c'est un peu compliqué. Mais chaque objectif optionnel de cet Open World apporte des choses, un soutien aérien, une zone à conquérir, de meilleures armes, une vraie fonction de monde ouvert. Je fais beaucoup d'énumérations, genre machin, puis truc, puis bidule, mais c'est pour que vous compreniez que malgré le fait que ce niveau dure 1 heure max montre en main, ces 1 heure sont bien travaillées. Niveau 2, le niveau des cartes de couleurs, un des tout meilleurs niveaux. Vous tombez, vous aspirez des gaz toxiques, tout le monde sait que le gaz toxique c'est pas bien, donc hallucination, zombie, laboratoire chelou. Vous devez dans cette grande zone aller chercher 4 cartes d'accès. Chaque carte d'accès comporte des zombies, un boss zombie ainsi qu'une mécanique bien à elle. Première carte, vous récupérez un grappin et vous pouvez jouer sur les hauteurs et vous devez combattre ça. La seconde carte, munie d'un grappin, vous devez courir après ce mannequin pendant que d'autres mannequins vous coursent, mais seulement si vous les regardez pas. Troisième carte, vous devez tuer ça. Mais le monstre a la fâcheuse tendance de se camoufler dans les objets et faut prendre le temps de bien fouiller. Dernière et quatrième carte, faut tuer ce machin là dans une toute petite zone.
Tout ça dans une ambiance colorée, horrifique, c'est blindé de screamers, de bruits bizarres, et parfois juste de rien. Pas de musique, pas d'ennemis. Le niveau est trop bien. Même sans les zombies ou les monstres à tuer, avoir ce côté portal entre guillemets, avec des mécaniques de gameplay uniques et surtout cette ambiance purement horrifique, c'est le Call of qui m'a fait le plus peur. Et c'est pas mieux avec le niveau 3 où l'on joue la méchante Jane. Et là c'est parti en couille. Pour réunir les 3 morceaux de miroir cachés avec un morceau purement screamer et réflexion, un morceau 2 purement screamer et zombie et un morceau 3 totalement déjanté. Non sérieux, ce jeu fait horriblement peur. Ça reste des mécaniques horrifiques simples, genre la lumière qui se coupe ou ces enculés de mannequins, mais ces levels même, ça te met dans une angoisse, j'étais pas bien. Ça arrive hein, mais c'est Call of Duty je rappelle. Où sont mes nichons dans cette scène? Faut que j'arrête avec ça. Et oui je l'affirme, ce niveau 1, 2, 3, mais surtout 2 et 3 sont parmi les meilleurs niveaux de Call of Duty. C'est bien construit, c'est pas commun, on découvre une nouvelle palette d'émotions, de mécaniques, utiliser une partie du mode zombie concret de Cold War et de BO6, retransmis correctement, presque dans un jeu à part entière, le temps d'une dizaine de minutes, c'est bien foutu. En même temps je me fais des cauchemars de zinzin, et en même temps j'ai kiffé de fou. Je viens de vous faire un tunnel sur ces niveaux, d'accord, mais ça n'en reste pas le jeu moyen de cette ère de la décadence. Ok, c'est le meilleur de son ère, ok, il relève un peu plus la barre par rapport au jeu d'avant et d'après, mais bon, on est sur du basique. Basique dans l'histoire, basique dans le gameplay, et meilleur dans le level design et la mise en scène. Mais ça, à 90% grâce aux 3 niveaux que je vous ai donnés, dont j'ai l'impression que c'est presque une campagne à part entière ces 3 niveaux. Parce que derrière, on souffle à trop de discrétion, ou de défense point fixe simpliciste. Donc qui dit médium, dit bêtière, oui, mais personnellement, je trouve que la barre a été rehaussée, et pour les nouvelles émotions que ça m'a procuré, je le mets en A tiers. Le meilleur jeu de cette ère de la décadence, le meilleur jeu depuis Cold War, voire depuis plus longtemps. Et je ne compte pas faire cette campagne de Black Ops 7. Car déjà, mon but est de vous attirer dans le dernier jeu, et sans spoiler. Et surtout, je l'ai fait et j'aurais pas dû. Elle est nulle. Concrètement nulle. Le multijoueur en campagne, c'est la pire idée et je me suis ennuyé. Vous vous rappelez quand Black Ops 4 est sorti et que les gens ont dit « Quoi? Mais c'est un scandale !» Bah écoutez, j'aurais préféré que ce Black Ops 7 n'ait pas de campagne. Car pour moi, les campagnes s'arrêtent ici. Et si c'est pour faire ça, autant ne plus faire de campagne. Les campagnes, l'ère de la décadence et tous les problèmes liés à la licence creusent petit à petit la fin de Call of Duty au global. Je ne sais pas ce que vaudra Modern Warfare 4. C'est pas une nouvelle IP, donc je suis déçu de base. Et oui, parce que si on prend tous les Black Ops et tous les Modern Warfare, ça fait 14 jeux. 14 jeux sur les 23 Call of, qui est soit l'un, soit l'autre. Alors peut-être que ce Modern Warfare 4 relancera la flamme des campagnes, mais c'est mal parti. Et je vais conclure ainsi. Prenez en compte toutes les petites conclusions dans la vidéo et la tier list. Mais si je devais conclure, Call of Duty est le reflet de son nom, la médaille de l'honneur. Une médaille pour avoir montré aux jeux vidéo ce qui était du cinéma, ce qui était de la mise en scène. Une médaille pour avoir créé une communauté fan que de cette licence, pour avoir créé des multijoueurs aux souvenirs impérissables. Une médaille d'audace, car même là où tout marchait, Call of Duty a tenté de surprendre, de tenter des trucs nouveaux, quitte à se foirer. Call of Duty a un multijoueur avec des millions de fans, a un zombie avec des millions de fans, et également depuis peu un Battle Royale avec vraiment beaucoup de fans aussi. Mais Call of Duty est uni par ses campagnes, qui nous transportent, trahis, déçus, émerveillés, appris, et tout plein de synonymes. De quoi sera fait la suite? Je sais pas. Au moins, j'ai aimé faire et refaire toutes ces histoires, et je vous invite également à aller découvrir ou redécouvrir chacune de ces campagnes. En tout cas, je me suis bien amusé pendant ces 2 mois de tournage à galérer comme un fou. Je l'ai noté entre le CD de Black Ops 5 que j'ai paumé, le fait que de Ghost à World War II, j'étais en 480p, les très nombreux crashs avec mon PC vieillissant, je n'en peux plus de Call of et j'ai 15-20 shorts à aller faire là maintenant. Allez, je vous donne la tier list à jour, j'ai changé 2-3 trucs. Et puis je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, c'est peut-être la dernière vidéo par rapport aux vues que je fais. Moi je suis très fier de cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like. Et si vous partagez cette vidéo à tous les gens qui sont à peu près fans de Call of, on peut peut-être aller gratter la barre des 75 000 vues, ça serait pas mal. Il me reste une phrase à dire et je dois pas faire de bruit. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, ou peut-être pas. Allez bye bye, bisous.